1, 2, 1, 2, 1, 2. Ok, merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis président du PEX, de cette belle institution, et aussi président d'une belle société qui s'appelle Anvea, qui, comme certains d'entre vous, a pitché et a réussi à gagner ce Innovation Award. Donc c'est la cinquième édition de ce Pollutech Innovation Award, à l'initiative de Reeds et du PEX. Après, donc vous allez avoir la chance de voir 20 sociétés. C'est la crème, c'est le millésime 2021, puisqu'à peu près seulement 10% des dossiers ont été retenus donc, cette année. Donc vous aurez l'occasion de voir donc, des sociétés, donc ces 20 finalistes, dont 3 sociétés italiennes, je crois, une société néerlandaise et donc 16 sociétés françaises. Donc ces sociétés ont été retenues à l'issue d'un jury qui a présélectionné donc 10% des dossiers que nous avons reçus. Et maintenant, je vais passer la parole à Florence Jasmin, qui est directrice du PEX. Florence, si tu veux. Merci Christophe. Merci, bonjour à vous tous. Alors, le comité de présélection a été composé de membres du réseau du PEX. Je reviendrai dessus tout de suite après. Donc, merci à vous tous. Donc, on a l'habitude de le faire puisque c'est la 5e édition, comme le disait Christophe. Alors, quelques mots sur le PEX. Le PEX, c'est un réseau de réseaux. Nos membres sont des fédérations, syndicats, pôles de compétitivité et on fédère la filière des entreprises de l'environnement et de l'énergie et l'économie circulaire en France. Donc nos réseaux sont mis sur la carte de France, bon, pas forcément positionnés pile au bon endroit, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est que c'est des structures qui ont des entreprises qui travaillent dans la qualité de l'air, dans la pollution de sol, dans la gestion des déchets, dans l'efficacité énergétique, dans les énergies renouvelables, dans la qualité de l'eau, voilà, dans la biodiversité. C'est tout cet écosystème qu'on retrouve au sein du PEX et qui correspond à près de 6000 entreprises. Et notre rôle, c'est de réunir tous ces acteurs-là dans une démarche collective pour développer la filière, développer ces entreprises, créer des emplois verts et puis accélérer la transition écologique et énergétique. Alors, aujourd'hui, vous allez écouter 20 pitchs, donc les plus belles solutions présentes sur le salon Pollutech. On a mis en place un jury. Donc les membres de jury, il y en a qui sont ici, il y en a qui sont à distance. Il est composé d'un peu plus de 35 membres. Alors des grands comptes, des industriels, des territoires, des fonds d'investissement principalement. Donc assez diversifié, puis un renouvellement aussi par rapport à l'année dernière. Donc merci à vous tous d'être présents aujourd'hui, de noter. Alors soit sur place, soit à distance. Donc il y a un tiers à peu près des membres du jury qui est sur place aujourd'hui. Et vous allez pouvoir noter avec un outil de notation. Donc ceux qui ont reçu le mail, vous avez le lien direct. Ceux qui ne l'ont pas reçu, l'outil s'appelle innovation-tool.online. Donc vous vous connectez, vous rentrez votre adresse mail, votre entité, et vous rentrez pour chaque pitcher 4 notes. Une note sur l'innovation avec une pondération de 40%, une note sur le potentiel marché. En fait, ce qu'on veut valoriser, c'est des solutions qui sont innovantes mais qui sont accessibles pour être mises sur le marché. La présentation, 10%, l'éco-conditionnalité, donc l'impact environnemental de la solution. Alors, ce qui sera très important, c'est soit vous enregistrez au fur et à mesure, soit vous enregistrez tout à la fin, mais un par un. Si ce n'est pas enregistré, la note n'est pas visible. Donc, c'est très, très important d'enregistrer au fur et à mesure. Et puis, donc nous, on va récupérer les notes de tout le monde et on va pouvoir savoir quels sont le classement. Et ce soir, nous allons remettre les trophées de Pollutech Innovation, du Pollutech Innovation Awards à 17h à la tribune. Donc vous pourrez découvrir. Et j'avais une dernière chose à vous dire. Bon, ça me reviendra. N'hésitez pas à revenir vers moi, je serai là. Si jamais il y a un problème avec l'outil de notation, vous me le dites. Et voilà. Pardon. Ce que tu as peut-être oublié de dire, c'est que c'est pour faire monter un peu l'ambiance, là, et puis la tension chez les pitchers, c'est quand même une visibilité, un tremplin exceptionnel, ce Pollutech Innovation Award. Donc pour le jury, notez-les bien. Pour les pitchers, faites le mieux de votre mieux, parce que vous aurez une visibilité exceptionnelle, vous aurez des stands Pollutech, vous aurez plein d'autres choses qui vous seront décrites donc, tout à l'heure. Donc allez-y et que le meilleur gagne. Bonjour à tous, Sophie Gentil, je suis la directrice communication du PEX et c'est moi le buzzer infernal. Vous aurez tous 5 minutes pour convaincre le jury
Donc, vous avez un outil de notation, comme l'a dit Florence Jasmin. Si vous avez des problèmes, vous inquiétez pas, ça va se mettre en place. On a une experte qui a créé l'outil qui est là et qui va tout arranger dans les secondes à venir. Donc, nous avons 20 finalistes. Les voici. Donc, vous avez Beoga, Bolégraphe, Chemdoc, Circular Materials, CycleAd, DND, Franck Richeux et Yadis, ID Partner, Myrsens, Nereus, Horizon, Pure Control, Sacowin, Cycliners, Cirea, Suez, TCR, Viewpoint et WeCycling. Je vais demander aux 4 premiers de venir, Beoga, Chemdoc, Circular Materials et CycleAd, s'il vous plaît. Vous allez vous installer, et Beoga, vous restez avec moi. Vous allez vous installer sur les fauteuils. Donc, comme on est en ligne et comme il y a du monde, le temps est vraiment, c'est important. Donc, à 5 minutes pile, je vous pousse et c'est au suivant. On est bien d'accord ? Tout le monde a compris ? Oui, j'ai compris, oui. Alors, pour ceux qui sont sur place, et pour ceux qui sont en présentiel, si l'outil ne fonctionne pas, Florence Jasmin qui est là a des feuilles pour noter, pour pouvoir faire les notations. Et pour ceux qui sont à distance, vous faites pareil, vous notez pour l'instant les notes et puis elle vous envoie un mail, vous lui envoyez un mail et puis elle vous renverra le fichier de notation par Excel. Voilà, donc on commence. Je suis heureuse de vous retrouver. À vous. C'est parti. Oui. Merci. Pardon ? C'est bon ? Donc, bonjour à tous. Est-ce que vous le reconnaissez ? C'est le rapport du GIEC. Je l'ai amené là. 4000 pages, et je vais faire comme beaucoup de monde, je vais m'asseoir dessus. Alors, j'ai pas le bon micro. Mais pourquoi je fais ça ? C'est simplement, en fait, j'ai travaillé près de 15 ans en majeure partie à l'étranger pour une grande boîte dans l'environnement, qui commence par un V avec un logo rouge. Et en fait, j'ai pas besoin de le lire, ce sujet-là, j'ai pas besoin de le lire, je le connais déjà. Je prends un exemple, selon l'ADEME, en France, 92% de la population française va avoir accès à plus d'énergie renouvelable, et seulement 7% a réellement fait une action dans ce sens. Ce qui fait qu'en fait, on peut bien dire que l'offre pour la transition énergétique est quand même assez insuffisante. Donc, chez Beoga, on est convaincu que les communautés énergétiques et l'autoconsommation collective sont une solution. Elles restent encore compliquées et peu rentables, mais on a décidé de développer un écosystème pour les rendre simples et performantes. En chiffres, c'est 20% d'ENR, d'énergie renouvelable, disponible en plus, pour 15% moins cher. Qui nous sommes ? Nous sommes une équipe de 14 personnes, en majorité développeurs, ingénieurs, doctorants, aux origines et aux convictions aussi larges que leurs origines. On est en effet, Beoga, une société à mission depuis sa création. Alors comment fait-on ? On a 2 axes de travail. Un axe d'accompagnement, qui permet, basé sur notre propre expérience, d'accompagner tout projet d'autoconsommation collective ou de communauté énergétique depuis la création jusqu'à la réalisation des opérations. Et ensuite, on a développé un écosystème technologique dans lequel on a une plateforme connectée directement aux consommations qui permet de piloter, de communiquer les consommations, les productions et aussi de piloter les ressources distribuées, notamment tout ce qui est production évidemment, mais aussi batteries et véhicules électriques. L'offre, elle est tournée autour d'un abonnement qui permet d'accéder au réseau et nous, on se rémunère ensuite sur les kilowattheures qui transitent dans la communauté. Notre offre est destinée à tout le monde, collectivités, aménageurs, promoteurs, mais aussi associations et groupes de citoyens. Notre marché, alors aujourd'hui c'est très petit, mais la CRE a estimé qu'en 2030, 4 millions de consommateurs en France auront leurs moyens de production. L'Europe, en 2050, estime que 50% des foyers européens seront équipés de moyens de production. Donc le marché, d'ici 30 ans, devient important, plus qu'important. Notre valeur ajoutée, vous l'avez compris, c'est maintenant de permettre à chacun de disposer d'énergie renouvelable, locale et abordable, et de la partager. Au-delà des intérêts environnementaux, il y a aussi un intérêt vis-à-vis de la précarité énergétique. Maintenant, je vais tous vous demander de fermer les yeux et d'imaginer et de m'écouter, réellement.
Vous produisez et vous consommez votre électricité renouvelable. Vous pouvez voir les données en temps réel. Ces données sont certifiées. Vous pouvez les partager avec votre voisin. Benjamin peut stocker de l'énergie produite sur le stade, sur sa propre batterie et l'utiliser le soir. Il peut lui-même recharger le véhicule de la police municipale le samedi et cette voiture peut alimenter la maison de Sophie dimanche matin avant d'être rechargée par les panneaux de Gérard. Tout ce beau monde échange son énergie renouvelable localement et en plus cela coûte moins cher. Pour son approvisionnement, il bénéficie d'une offre d'achat groupée mais aussi d'une offre de vente groupée. Et demain, il sera en capacité de rendre des services sur le réseau électrique tout entier. Ouvrez les yeux. Je vous présente Janine. C'est une partie de la solution. Nous avons déployé un premier projet pilote avec 6 résidents et une municipalité, équipés de 5 points de production, 3 points de stockage et des véhicules électriques en véhicule to grid. Et ce n'est pas moins que le premier projet en France intégrant des batteries stationnaires en multisite, la première borne véhicule to grid raccordée directement sur le réseau Enedis, l'invention du concept du véhicule to community qui se traduira par la création prochaine d'une communauté de mobilité. L'autoconsommation est passée de 52% à 80%. Mais ce n'est plus un pilote. En effet, nous avons lancé les premières offres commerciales pour permettre à de nouveaux membres de rejoindre cette communauté. Résultat, une amélioration du retour sur investissement de l'ordre de 12%. Et également des offres pour l'installation de nouvelles opérations un peu partout en France. Et nous lançons enfin, jeudi, nous allons annoncer le lancement d'un nouveau produit sur notre stand. Alors devenez locavore énergétique. Avec Beoga, nous sommes concepteurs et opérateurs d'autoconsommation collective et je suis Amaury Pachurka, son CEO. Nous vous attendons devant notre démonstrateur Hall 4, stand K114-1. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Pachurka. Vous avez respecté à la seconde près les 5 minutes. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Salvador Pérez, directeur de Chemdog Water Technologies. Vous avez 5 minutes, Monsieur Pérez, c'est à vous. Il faut appuyer là pour avancer et là pour reculer. Okay. Bonjour, donc moi je vais vous parler de mon entreprise, Chemdog Water Technologies, d'une solution innovante de recyclage d'eau pour les eaux industrielles visant à supprimer les rejets liquides et à valoriser ce qu'on a l'habitude d'appeler des déchets qu'on va transformer en ressources. Donc qui sommes-nous ? Nous sommes une entreprise PME basée en Occitanie, 18 personnes, essentiellement des ingénieurs, des techniciens, avec un chiffre d'affaires de 2,5 millions, une forte croissance. On a doublé en 3 ans, on espère doubler encore dans les 3 ans qui viennent et encore doubler les 3 ans suivants. Alors notre métier, c'est quoi ? C'est de produire de l'eau pour des industriels qui ont des exigences techniques fortes, donc des cadres techniques complexes. C'est par exemple des eaux pour la pharmacie, qui doivent répondre à la pharmacopée européenne, des eaux pour l'industrie agroalimentaire, avec par exemple des eaux ingrédients qui rentrent dans la composition des produits qu'on va consommer, mais aussi de l'eau déminéralisée ultra pure pour alimenter des turbines et faire de l'énergie. Donc ça, on fait ça depuis déjà des années. Nous sommes spécialistes sur ce marché, nous travaillons pour les plus gros faiseurs et les clients industriels. Et maintenant, nous nous sommes lancé le défi de faire ça, mais à partir des eaux usées. Alors pour faire ça, bon, on est une entreprise innovante, donc c'est-à-dire que tout ce qu'on fait tourne autour de l'innovation. On est vraiment câblé innovation. Toutes nos journées commencent avec ça. Donc on a des programmes, différents programmes de travail avec des développements de pilotes, des démonstrateurs. Alors pour ça, on travaille avec les organisations professionnelles, France Water Team, Aquavalley, Hydreos bien sûr, mais aussi on a intégré le Clean Tech Booster qui va nous aider à progresser. Et nous avons pu déjà réaliser quelques démonstrateurs chez EDF en centrale nucléaire ou dans l'industrie agroalimentaire, dont je vous parlerai après, pour justement récupérer ces eaux et valoriser les polluants qui sont dedans. Alors pourquoi faire ça ? Parce que c'est le moment. C'est bien de parler du recyclage. Je pense que si vous venez à Polytech ou d'autres salons, ça fait peut-être 10 ans que vous entendez parler de ça. Sauf que maintenant, on a un faisceau de réglementation, d'objectifs, les ODD des Nations Unies, les best practices au niveau européen par métier, de la normalisation et une pression réglementaire forte, notamment en France, avec une nouvelle réglementation pour les ICPE qui est parue cet été, qui ne présente plus le recyclage comme une option, mais comme une obligation.
Et puis, c'est une obligation parce que le changement climatique et la sécheresse, ça n'est pas une vue de l'esprit. Les usines, les industriels peuvent être menacés dans leur implantation. Enfin, il y a un sujet de résilience, en fait. Et donc, il y a tout un tas d'objectifs au niveau européen et national pour recycler l'eau, puisque le temps des économies, et les économies, c'est bien, mais quand on reçoit une lettre à la préfecture, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, où on doit réduire de 30% son prélèvement d'eau à 2 ans, c'est pas avec des économies qu'on descend de 30%. Donc, à un moment, pour prélever moins, il faut recycler. Alors, le procédé, on l'a nommé Air-Oasis. C'est un système, en fait, qui combine de la filtration membranaire et des procédés électrochimiques. Donc, ce procédé, qu'est-ce qu'il apporte comme avantage? Bon, c'est un procédé qui change un peu la donne. On ne cherche pas à épurer. On cherche, avec des matériaux un peu innovants, comme le carbure de silicium, à séparer des composés qui sont présents dans l'eau, généralement plutôt en 3 grandes familles. Bon, évidemment, de l'eau qu'on doit amener dans des caractéristiques techniques que je vous décrivais tout à l'heure, exigeantes, pour un usage précis. Alors, cet usage exigeant, ça peut aussi demain être l'eau potable, parce qu'avec l'émergence des micropolluants, etc., on a aussi finalement un cadre technique très complexe qui se rapproche de l'industrie. Et on a des flux plutôt inorganiques, des sels, qui sont très largement utilisés dans l'industrie, qu'on peut recycler, des flux plutôt organiques qui peuvent servir de carburant, par exemple, dans de la méthanisation, ou être recyclés, valorisés dans l'usine ou en sous-produit. Donc, on a pu déjà faire des POC, notamment avec EDF Golfech, et on va démarrer un programme européen, LIFE. Donc, le programme LIFE, c'est un programme européen qui permet de financer un démonstrateur et de mettre en place une stratégie de réplication, dissémination et transfert. Donc, ce sont des termes importants, ce sont des termes marchés. Donc, on va pouvoir, pendant les 4 années qui viennent, avec un budget de 4 millions d'euros, et nos partenaires scientifiques et de marché, donc c'est l'INSA à Toulouse, l'Office international de l'eau, Monin, et d'autres acteurs plutôt qui vont commercialiser notre solution, eh bien, on va pouvoir démontrer que ça marche, le répliquer, le transférer à d'autres marchés, puisque ce marché est immense. Il va de l'industrie agroalimentaire, c'est là qu'on va se concentrer dans un premier temps, mais il va aussi dans la chimie, dans la microélectronique et dans les collectivités, puisqu'on a reçu récemment un prix aussi pour des solutions dans les ports durables, pour nettoyer des bateaux, des choses comme ça. Donc, on a besoin de votre aide pour pouvoir déployer ce plan et arriver à nos objectifs. Merci. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant accueillir Cleantech Water Technology, Andrea Campiglio from Circular Materials. It's in Italian Cleantech. We are welcome to have you. Thank you very much. Unfortunately for you, we speak in English. Okay. Thank you very much. Okay. Good morning, everybody. Name's Andrea Campiglio. I'm very happy to introduce you to Circular Materials, our startup we founded in April 2019 with the precise goal to recover heavy metals from industrial wastewater. I'm sorry. In July 2020, one of the leading venture capital companies in Europe joined our company, believing in our technology and our business model. Our team is a mix of material scientists, engineers, and entrepreneurs. Of the 3 founders, we have Marco Bersani, who's the engine of our technology development, and Andrea Siano and myself, we are more on the entrepreneurial side of the business. But what are we talking about? We're talking about the fact that more than 2,000 tons of heavy metals every year are released just in Europe into our environment. We are talking about chromium, nickel, zinc, copper, but also precious metals such as gold, ruthenium, silver, platinum, palladium. Current technology just precipitate these metals into sludges that are then disposed of in landfills. So we lose valuable resources and we put harmful pollutants in our soil. To just give you a picture, more or less
almost 20% of the raw material or raw metals that the surface treatment industry use to deposit on metal pieces are lost in industrial wastewater. At Circular Material, we believe that we can address this huge market, because we're talking about more than 11 million tons of industrial wastewater containing heavy metals just in Europe, that cost European companies in excess of 1 billion euros to dispose of. How do we do it? Basically, we developed and patented a technology based on supercritical water. You have to know that at 374 degrees and more higher than 221 bar of pressure, water enters a supercritical state, and this state changes the properties of water as a solvent. Therefore, if you mix an industrial wastewater stream with a supercritical water stream in our special mixer chamber, what we obtain is the precipitation of all the metals, a quantitative precipitation of metals in their reduced or oxidized form. At this point, you get a dispersion of ultrafine metal powders within a water matrix. You have to cool down this water flow and depressurize it. Then with a simple separation system, you can recover all the metal as an ultrafine powder. On top of that, the remaining water is a more simple water to be disposed of, because the COD content is much reduced, all the channels are destroyed, and the cost of disposing this water is strongly reduced, and sometimes the water can be also recycled in the industrial waste process. For this reason, for the fact that we recover quantitatively all the metals, this solution has been awarded the Solar Impulse label as an efficient circular economy solution, and the Seal of Excellence under the Horizon Europe program. Who are our clients? Our clients basically are the platers, the surface treatment industry, for which we are an end-of-line service, or alternatively, we can offer our service to water disposal company, for which we are a pre-treatment before the chemical physical plant. Among the several benefits this solution will provide, for sure, there is the recovery of a very, very valuable resources. We recover more than 99% of the metal dissolved in the industrial wastewater as an ultrafine powder. In many cases, this recovery, it's a fully circular solution, because the metal we recover can be upcycled in the same industrial process from which it comes. Of course, this brings a huge positive impact on the life cycle assessment of our clients, and a very strong cost reduction. I see that my time is 2 seconds. So I hope this will has been of interest to you. Thank you very much in advance, and if you want to know more about circular materials, you can visit us at our stand. Thank you very much. Nous allons maintenant accueillir Cyclades avec la technologie de recyclage des plastiques par renforcement de leurs propriétés et la stabilisation. Hervé, c'est à vous. La flèche verte pour avancer, la rouge. Bonjour à tous. Hervé Guéry, je suis le président de Cyclades. Je vais parler d'une problématique que vous connaissez tous. Alors, je vais vous parler des problèmes des déchets plastiques. Donc, on a tous vu ces images. On a trop de déchets plastiques non recyclés. Ils ne devraient pas être dans les océans. Et d'un autre côté, on nous raconte que les ressources s'épuisent. Donc, la meilleure solution, ce serait quand même que ces déchets deviennent nos ressources. Et donc, Cyclades, qu'est-ce qu'on fait ? On a inventé une nouvelle chimie pour qu'à partir de ces matériaux, on puisse refaire des matériaux haute performance. Je vais vous expliquer le principe. Le marché, c'est un marché qui est gigantesque.
Je vous ai mis quelques chiffres, en fait. La production de plastique dans le monde, voire en France, où on est à 380 millions de tonnes. Encore très très peu de plastique recyclé. On se rend compte qu'en France, on est à 25%, mais le monde est à moins de 10%. Et en fait, les ressources, tout ce qui reste, sont assez importantes. Alors, comment on fait? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère des déchets plastiques qui n'ont pas de solution, des déchets souillés, des déchets en mélange qu'on n'arrive plus à séparer, des déchets qui sont trop abîmés parce qu'ils sont restés trop longtemps, par exemple, au soleil. Et d'un autre côté, on va récupérer des déchets industriels qui, eux, non plus n'ont pas de solution de recyclage, comme des poudres de peinture ou du tonnerre d'impression. Et avec ça, on va refaire une nouvelle chimie. Hein, c'est des produits qui ont la capacité de faire de la réaction chimique sur les matières. Et on va créer des nouvelles matières 100% recyclées, additifs et colorants compris, qui sont recyclables. Ceci nous permet d'avoir une technologie qui est économique, parce que assez simple, on n'a pas besoin de séparer. On a un gain technique, on est capable de renforcer des propriétés matières, de fluidifier des matières, de leur donner des propriétés pour résister aux intempéries, par exemple, ou aux UV. Voilà, et on fait tout ça à partir de déchets. Et puis bien sûr, on a un gain environnemental avec du gain pratiquement sur tous les impacts d'une ACV. Je vais vous donner quelques exemples, comme ça ce sera beaucoup plus simple. Alors ça, c'est des produits qu'on a fait à partir de déchets qui étaient du salon de jardin, actuellement non recyclés. Et donc ici, on a fait des plateformes pour des camions qui font la maintenance de la ligne TGV Bordeaux-Paris, sur lesquels, en fait, c'est des camions qui viennent s'enrayer. Donc c'est des plateformes mobiles qui viennent sur le ballast. Et il faut savoir qu'ici, les plateformes en béton, les plateformes en acier résistaient pas dans le temps. On a fait ces plateformes, on a 72 qui sont installées qu'avec des déchets plastiques, actuellement non recyclés. Un autre exemple, c'est le plastique des vêtements. Donc on a souvent du polyamide élastane, c'est ce qu'on appelle des fois des matières lycra. On voit ça sur les sous-vêtements, les leggings, les t-shirts de sport. On est capable en fait de ne pas séparer les matières et de venir les compatibiliser directement avec notre technologie. Donc ce qui fait qu'à partir de maillots de bain ou de t-shirts ou de sous-vêtements, on est capable de faire des produits sport comme des fixations de ski. Autre exemple sur lequel on travaille, c'est qu'on est capable de traiter des déchets souillés. Là, je vous parle de déchets souillés, c'est des pots de peinture donc qui sont recouverts de peinture avec des quantités assez importantes. Et nous, on vient compatibiliser finalement la peinture avec la matière. Et on est capable de refaire un polypro pour une caisse qui va passer une norme de transport dangereux où on a des tests de chute, par exemple, et il faut arriver à avoir des caractéristiques mécaniques assez élevées. Alors, on est une start-up, hein, on a 5 ans d'existence. Pour l'instant, on a une petite unité et on veut progresser très vite, vu le marché. On est une équipe de 6 personnes et on a déjà investi à peu près 2 millions d'euros dans la R&D. Et là, on commercialise. On est en pleine levée de fonds. Voilà, on a aussi quelques récompenses et on a été beaucoup soutenus. Entre autres, on est éclaireur coq vert. Je pense que c'est la plus grosse qu'on ait. Et puis, on est soutenu par pas mal d'éco-organismes. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup. Excusez-moi, c'est les aléas du direct. En direct, on a des petits problèmes avec le streaming. Et du coup, j'ai des gens... Là, je viens presque de raccrocher au nez d'un monsieur. Ça ne se fait pas du tout, du tout. Je suis désolée si vous voyez le streaming, monsieur. Je suis vraiment navrée. Je vais appeler sur la scène DND Biotech, Franck Richeux France, Yadis, ID Partner et Myrsens, s'il vous plaît. Et on va commencer avec DND Biotech, Monsieur Massini, qui est là. Donc ça, c'est pour avancer, ça, c'est pour reculer. Vous avez 5 minutes.
So good morning, everybody. I'm Cosimo Masini, CEO and founder of D&D Biotech. At D&D, we developed a device that is capable of optimizing the treatment of contaminated soil, resulting in a faster and cheaper execution of remediation projects. The key to our technology is that we combine diagnostic and therapeutic tools, resulting and providing a turnkey solution to our customers. This is our team that comes from 20 plus years of experience. And I believe that we are at the convergence of several sciences. And that's why we have engineers and geologists, we have microbiologists, we have agronomists, bioinformatics, and chemists. But let's take it from the top. Soil pollution is everywhere. There's millions of contaminated sites all over, worldwide. Several contaminants are present, including hydrocarbons, heavy metals, persistent organic pollutants, and pesticides, mainly from agricultural inputs. So we have to find a solution. The good news is that governments finally understood the value of soil. The EU soil thematic strategy is just one example, and there is value in soil. The bad news is that there are not many cheap and sustainable solutions currently available, and that's where we come in place. We have decided to harness the power of nature, and in particular, bacteria and fungi. We have studied hundreds of samples. We have extracted and sequenced the DNA of the microbiome, and we have isolated species, microorganisms that are capable of breaking down specific pollutants. We have then tested with our RoboNova technology these microorganisms in order to find the optimal remediation strategy. So again, the key is that we combine a diagnostics tool, Omics Sciences, with a therapy tool, which is the use of robotics. And this provides a turnkey solution that reduces time and uncertainty by 50%. This is RoboNova 1.0. It is an automated testing facility with a terrestrial drone and all the facilities in order to isolate, replicate, and inoculate microorganisms in order to start the cycle. On top of this, we have photovoltaic panels, so the unit is self-sufficient, and we are now moving into RoboNova 2.0, which is a containerized version for ready and scalable use that can be deployed anywhere in the world. And again, it has photovoltaic panels on top and all the different functionalities that we've previously seen in the RoboNova 1.0. Our target market is represented by contractors and engineering companies, but also oil and gas companies, and some of these names are already our clients. Well, let me give you an iconic example of a project that we did. This is a former refinery in the north of Italy that our mother company purchased by Shell, and we applied the RoboNova technology, and it was a great success in terms of removal of TPHs and PAHs, in terms of speed of reclamation, and in terms of cost of remediation. We are part of several associations, mainly biotechnology associations. We've been finalists in the Bio in Italy Investment Forum that was powered by Intesa Sanpaolo Innovation Center. We recently took part in the CleanTech Open Accelerator, which is the biggest US accelerator for clean tech companies, and we were amongst the few selected outside US. We currently have contracts with the European Commission, in particular the JRC, the Research Center, and we have currently an EU-funded Horizon project.
So this is D&D by Tech, and we're planning to clean the earth with our RoboNova solution. Thank you. Thank you. Merci. Et maintenant, je vais appeler Franck Riche-France. C'est à vous, vous avez 5 minutes. Donc, vous avez le retour qui est là. Oui, pour monter, pour descendre. Bonjour à tous et bonjour à chacun. Je me présente, Christophe Chastel, je suis le directeur de la société Frankish France. Je vais vous présenter notre innovation, le Rigoplan, tout en un. Traitement et infiltration des eaux pluviales. Frankish est une entreprise familiale allemande créée en 1906. Nous sommes à la 4e génération à la tête de l'entreprise. Notre expertise, la gestion intégrée des eaux pluviales. Notre savoir-faire, combiner le savoir-faire industriel allemand de par nos origines, mais l'agilité française pour innover. Nous fabriquons des produits certifiés. Notre ADN, utiliser de la matière recyclée dans nos produits depuis plus de 15 ans. Durabilité est notre maître mot dans notre engagement durable et responsable. Frankish est le premier industriel de la plasturgie à obtenir le label RSE engagé AFNOR en 2020. Pour développer et innover, nous avons besoin de compétences. En France, nous sommes une PME de 70 personnes. Nous utilisons nos compétences internes, un bureau d'études techniques composé de 5 personnes, mais aussi une équipe motivée de 4 personnes en marketing, innovation et durable et responsable. Et nous n'avons pas toutes les compétences. Nous ne sommes pas au contact journalier de tous les utilisateurs, les maîtres d'ouvrage. Pour ça, nous sommes associés localement à un paysagiste qui, lui, est au contact des besoins de la population, tous les jours dans ses projets, Monsieur Benoît Vigne de la société Métamorphose. Et puis innover, concevoir, c'est bien. Réaliser, c'est mieux. Nous avons réalisé le premier projet avec l'agglo d'Épernay-Champagne. Quand nous sommes rencontrés, nous avons fait un premier constat, c'est dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous avons besoin de ça? Le premier constat, c'est dans l'évolution de notre société, la civilisation s'est regroupée. Nous avons urbanisé, nous avons créé des villes, des agglos. Nous avons imperméabilisé les sols, nous avons enlevé la nature, envoyé au tout réseau. Et nous avons engendré des problématiques. Première problématique, gestion des pluies, volume des pluies, ce qu'on appelle. Pluies chroniques, les petites pluies, 80% des pluies. Grande surface collectée, on ruisselle, on concentre les polluants. Le fait de concentrer les polluants, on les emmène dans le réseau parce que nous avons fait du tout réseau. De fait, nous l'envoyons dans le milieu récepteur, les rivières, les mers, les océans. Et puis les pluies augmentent, l'intensité augmente. Nous passons sur les grandes pluies, les événements. Ce qui se passe, ça va ruisseler encore plus, prendre des macro-déchets, l'amener dans le réseau, dans la limite de son dimensionnement. Et puis, la pollution, les inondations de surface. On ne protège plus les biens et les personnes. On a enlevé de fait aussi la nature. Il n'y a plus de plantation en ville, on en a enlevé un maximum. En enlevant la nature, en imperméabilisant, nous avons créé l'absence de l'eau au retour dans la terre, dans la nature. Pour répondre à ce problème, à toutes ces problématiques, nous avons créé le Rigoplant. Le Rigoplant, il doit répondre à toutes ces problématiques. Il est constitué de 3 éléments, 2 qui vont être visibles en surface et 1 qui va être enterré. Le bac numéro 1, c'est un bac de décantation. Le bac numéro 2 est un bac de filtration qui va percoler dans le 3e bac, qui est un bac d'infiltration. L'objectif est très simple, implanter un maximum de petits îlots. On limite les surfaces de ruissellement, charge polluante dans l'eau. On la concentre sur le premier bac, le bac de décantation. Les polluants vont rester, qui passent assez fins, vont passer et rester dans ce bac. On concentre les polluants. Besoin de traiter, on va traiter qu'une petite quantité de produits. Ce sont des bacs plantés. Les plantes vont faire leur chemin. Et puis, il va rester les macro-déchets qui vont rester en surface. Mégots de cigarettes, tout ce qu'il peut y avoir dans la rue qui ne devrait pas exister, mais qui existe. L'avantage, c'est visible. La population le voit. Mes déchets sont là. C'est pédagogique. On peut considérer que c'est même ludique. Puis, ça va se surverser dans le 2e bac. Là, on va rentrer dans des pluies de plus en plus fortes. Et là, on va créer de la filtration. On va faire de la filtration pour retenir, toujours planter,
et rendre après dans le bac d'infiltration pour rendre l'eau à son milieu. On répond aux problématiques. Gestion des petites pluies, gestion des grandes pluies. On replante la nature dans le milieu urbain, on déconnecte du tout réseau, on infiltre dans le sol, on rend l'eau à la nature là où elle est tombée. Venez découvrir notre innovation, Hall 6, stand G57, c'est votre solution. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça marche pour tous les pitchers. Allez les voir sur le salon. Ils répondront à toutes vos questions. Je vais maintenant appeler Monsieur Carlesi de IADIS pour son robot autonome qui nous le montre en live. Alors, je suis impatiente. Allez, 5 minutes. Le vert, c'est... Bonjour à toutes et à tous. Je suis Nicolas Carlesi, président fondateur de la société IADIS, qui est basée à Roquefort-la-Baudoule, entre Marseille et Cassis, dans le sud de la France. Et je vais vous présenter ce petit robot qui s'appelle le Jellyfish Bot. Alors, pourquoi nous avons créé IADIS ? Parce que nous ne supportions plus la pollution marine et que nous avons constaté que la majorité des gens pensent comme nous. En 2017, il y avait 1 tonne de plastique pour 5 tonnes de poissons. On estime qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans les mers et dans les océans. Or, et il n'y a pas que les plastiques, il y a des pollutions de toutes sortes, notamment des hydrocarbures. D'où viennent ces pollutions ? Majoritairement de là où il y a de l'activité humaine, que ce soit de l'activité dans les agglomérations, que ce soit des activités industrielles, que ce soit des activités touristiques. Et ces déchets, comment ils se retrouvent finalement en mer ? La pluie, le vent va les entraîner toujours au point le plus bas, ça peut être une rivière, ça peut être un port. Et finalement, ces déchets vont rester à la surface de l'eau quelques temps et ensuite se disperser en mer, écouler, et ça devient extrêmement compliqué d'aller les récupérer. Pour faire face à ces problématiques, nous avons conçu, développé, nous fabriquons le Jellyfish Bot. C'est le robot que vous voyez ici. C'est un robot entièrement électrique avec une autonomie de 6 à 8 heures qui peut fonctionner de façon téléopérée ou autonome. On lui définit une zone, il va nettoyer la surface de l'eau, une surface de 1000 m² par heure, en détectant les obstacles et en les évitant. C'est un robot, les déchets ou les pollutions vont passer entre les deux coques, entre les deux flotteurs, et vont être collectés dans un filet qui est à l'arrière du robot. On a différentes mailles de filet. Une fois que les déchets sont collectés, on peut les récupérer très simplement, le filet, sans avoir besoin de sortir le robot de l'eau. Pour collecter des hydrocarbures, nous positionnons dans le filet des matériaux absorbants d'hydrocarbures qui nous permettent d'absorber entre 30 et 40 litres d'hydrocarbures, qu'on récupère aussi très simplement du robot. Il a une vitesse de 2 nœuds. Il est fabriqué dans nos ateliers, donc entre Marseille et Cassis, et nous avons breveté tout le système arrière du robot qui permet de collecter les déchets. Notre objectif, véritablement, c'est de faire un véritable couteau suisse pour la gestion des plans d'eau et s'adresser à tous les gestionnaires de plans d'eau, que ce soit pour la collecte de déchets, des déchets de grosse taille, de l'ordre du centimètre, mais aussi des déchets très petits, parce que nous avons des filets qu'on appelle micro-déchets. À 150 microns, on peut collecter par exemple des poussières de peinture sur les chantiers navals. Collecter des hydrocarbures quand il y a des rejets accidentels, notamment dans les ports, mais aussi être capable de faire de l'inspection, on a une caméra embarquée, d'être capable de faire de la bathymétrie, mesurer, faire de la cartographie du fond marin, contrôler la qualité de l'eau, ajouter des capteurs pour mesurer les cyanobactéries, le pH, les hydrocarbures. Bref, d'en faire et de rajouter des préleveurs d'eau. Bref, finalement, d'en faire un outil véritablement polyvalent pour les gestionnaires de plans d'eau, quels qu'ils soient. C'est notre ambition. Alors nous nous adressons à différents segments marchés, notamment le marché maritime et fluvial. Il y a à peu près 30 000 marinas dans le monde, 11 000 en Europe, 12 000 aux États-Unis, mais on s'adresse aussi aux ports de commerce, aux ports militaires, aux chantiers navals, tout ce qui est plan d'eau d'intérieur aussi, les ports fluviaux, les canaux, les lacs, les étangs. Le marché touristique et résidentiel, avec toutes les bases de loisirs qui ont des plans d'eau, les golfs, les parcs d'attractions, les châteaux, les résidences hôtelières. Le marché également industriel, avec tous les plans d'eau industriels, que ce soit des besoins de stockage d'eau pour des besoins de production, mais aussi de risques de prévention incendie, des sites pétrochimiques qui peuvent faire face à des rejets d'hydrocarbures. On passe aussi aux canaux de distribution d'eau, les bassins d'orage. Et enfin, les instituts scientifiques qui travaillent sur la caractérisation des microplastiques. C'est une thématique qui est de plus en plus en vogue. On les collectait avant plutôt en mer. On remonte de plus en plus la chaîne en essayant de voir d'où proviennent ces microplastiques, notamment dans les fleuves, dans les rivières, dans les lacs, plus en amont dans les terres.
Notre équipe, nous sommes une douzaine de personnes, 4 personnes dédiées à la R&D, partie technique, 2 personnes à la fabrication de nos robots et 5 personnes qui sont dédiées à la partie commerciale ainsi que le marketing. Nous avons une quarantaine de robots déployés dans le monde, 25 en France, une quinzaine à l'étranger, avec 5 distributeurs avec lesquels nous avons signé à l'étranger, notamment à Singapour, au Japon, en Norvège, en Finlande, au Royaume-Uni. Et nous adressons déjà les différents segments marchés que je vous ai présentés. Notre ambition d'ici la fin de l'année, c'est d'arriver à une cinquantaine de robots déployés. Je vous remercie pour votre attention. Nous avons un robot, ce robot qui est en fonctionnement dans une petite piscine, si vous voulez le voir à l'œuvre, Hall 4, stand B30, B5. Merci. Eh ben, je viendrai voir. Maintenant, je vais demander à Pierre Pitot, directeur général d'ID Partner, de venir nous présenter son ICES Process. C'est à vous. 5 minutes. Vous appuyez sur le vert. Bonjour à tous. Est-ce que vous savez que 110 TWh sont perdus chaque année en énergie fatale par l'industrie en France? 110 TWh, pour vous donner une échelle, c'est environ un tiers de la production nucléaire française. Nous, chez ID Partner, ce qui motive l'équipe, c'est de relever le défi et de participer à la réduction de ce gaspillage. Oui. Alors l'équipe d'ID Partner, c'est une équipe soudée aux visages multiples que je résumerai en 3 chiffres, 5, 5, 3. 5 domaines d'expertise qui vont de la chimie. 5 domaines d'expertise qui vont de la chimie à l'électronique. 5 nationalités sur une équipe de 10 personnes. Et 3 passions pour nous unir tous. Une passion, l'innovation, une passion pour l'industrie française et européenne, et une passion pour la transition énergétique. Nous sommes une équipe qui est soutenue par la région, BPI, que je remercie, Accélera, avec qui nous exposons, l'ADEME, avec France Relance, pour la transition énergétique, et BPI. Alors, pour lutter contre ce gaspillage, nous avons développé une solution qui tourne sur un principe classique de la physique, c'est le chauffage par induction. Pour le rendre particulièrement pertinent pour les applications du process, nous avons développé 5 technologies. Une technologie qui est l'utilisation des matériaux multicouches, pour avoir des matériaux qui sont à la fois parfaitement adaptés pour le process et des matériaux qui sont adaptés pour l'induction. L'induction, c'est aussi quelque chose qui est particulièrement dynamique. Pour pouvoir l'utiliser dans le monde du process, il a fallu développer des régulations non linéaires. J'ajouterai à ça qu'on va se retrouver de temps à autre dans des environnements qui sont explosifs. On a développé des matériaux qui sont des matériaux à bas point de Curie, qui intrinsèquement ne dépassent jamais certaines températures. Et pour gérer tout ça, il a fallu développer une nouvelle électronique qui s'appelle R2TC, soit 7 ans de développement chez des partenaires. Et puis bien sûr, nous maîtrisons parfaitement le fil de Litz qui nous permet d'atteindre 98% de rendement. Alors, je vous ai dit qu'on s'intéressait à l'industrie du process. L'industrie du process, c'est une industrie qui est en complète mutation aujourd'hui. Je vais la prendre de façon schématique. La situation actuelle, c'est un atelier dans lequel il y a un générateur de vapeur, une grosse chaudière, chauffée avec des combustibles fossiles, des conduites, plusieurs centaines de mètres, avec des pertes en ligne. Tout ça pour arriver à une cuve double enveloppe. Dans la cuve double enveloppe, il y a de l'énergie, la chaleur fatale qui est stockée, et à chaque cycle de production, on va perdre cette chaleur fatale. C'est un système qui est peu dynamique, qui ne va pas pouvoir fonctionner avec les énergies renouvelables, parce que c'est un système qui est complètement stable. C'est aussi pas mal de risques industriels, 300 accidents reportés par an par l'ARA en France. Il y a des nouveaux besoins qui apparaissent. Il y a tout ce qui est personnalisation de masse. On vous parle aujourd'hui de réindustrialisation, il va falloir produire plus, non pas plus de place. Aujourd'hui, on va pouvoir rajouter une deuxième chaudière. Pas compatible avec les énergies renouvelables, je l'ai déjà dit. Et puis, il y a tous les engagements qui sont pris sur la réduction des GES, gaz à effet de serre. La solution qu'on a développée, elle est adaptée à ce monde qui est en transition.
Déjà, c'est une solution électrique, donc il n'y a plus de CO2. Il n'y a plus de double enveloppe, il n'y a plus de chaleur fatale qui est perdue à chaque changement de cycle. On a un système qui est super dynamique, ce qui fait qu'on est parfaitement compatible avec les fluctuations des énergies renouvelables. On est 4 fois plus rapide en chauffe, 2 fois plus rapide en refroidissement, 30 à 80% de gains sur la place, ce qui fait que dans la même place, on arrive à produire jusqu'à 12 fois plus. Et puis, c'est un système électrique, il n'y a plus de risque. Notre marché, c'est l'agroalimentaire, la cosmétique, la chimie fine. La cosmétique, notre point clé, c'est la personnalisation de masse. L'agroalimentaire, notre point clé, c'est la maîtrise des qualités organoleptiques. Et en chimie, on va nous retrouver très fort sur 2 points. Toutes les fois qu'il faudra monter très haut en température ou quand il faudra maîtriser des réactions exothermiques. Et puis de toute façon, on commence à ne plus y avoir le choix. Il y a la réglementation sur les gaz à effet de serre qui sont en train de sortir et de se mettre en place. Produire plus dans moins de place. Et puis, il y a de nouveaux procédés qui apparaissent qui ne peuvent pas se passer d'induction. Donc, je suis heureux d'avoir pu vous présenter la solution. Nos premiers systèmes sont déjà en service. Et comme le marché, ça va être un marché de grande envergure, nous cherchons des partenariats. Merci beaucoup. Nous allons maintenant écouter Myrsens qui va nous présenter, Monsieur Carras va nous présenter son analyseur de gaz par spectrométrie photoacoustique. C'est à vous, sur le bouton vert. Et vous avez l'image. Merci. Oui, donc bonjour. Chez Myrsens, on développe des technologies, on les conçoit, on les fabrique et on les vend. Donc il s'agit d'analyseurs. Et comme je vais vous montrer, c'est des analyseurs qui amènent une révolution dans le domaine de l'analyse. Mais je vais vous dire un petit peu plus en détail pourquoi. Donc, on est une jeune société innovante qui avons 6 ans. Nous sommes déjà 25, en pleine progression. Nous avons 3 sites, un à Paris, un à Grenoble et un dans le sud de la France. Donc, on est vraiment dans tous les tissus de R&D de pointe français. Et notre technologie est basée sur une technologie semi-conductrice. Donc, nous allons du semi-conducteur jusqu'à l'analyseur. Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur et en fait, c'est cette maîtrise verticale et cette intégration qui nous permet finalement d'aller à un niveau d'intégration et de performance qui est sans précédent. Alors, quels sont les marchés qu'on adresse ? On le sait aujourd'hui, il est nécessaire de mesurer toutes les émissions gazeuses de plus en plus précisément, de plus en plus, je dirais, de manière de plus en plus robuste, mais sans que ce soit le plus coûteux. Parce que finalement, aujourd'hui, on va essayer de répondre à des régulations. Et notre but, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de sécurité et de régulation. Également de minimiser l'impact environnemental de toutes les méthodes, à la fois de production, de transport et de distribution, de toutes les des énergies et également des chaînes alimentaires et du transport. Et pour ce faire, on doit mesurer à l'état de trace de nombreuses molécules. Alors il existe des solutions, mais ces solutions aujourd'hui, elles arrivent en butée, parce que tous les jours, on cherche à mesurer plus précisément, on cherche à mesurer à plus d'endroits et on cherche à mesurer moins cher. Alors pour donner un exemple, dans le domaine des nouvelles énergies, aujourd'hui on cherche à produire du biométhane, de l'hydrogène, et on veut que ce biométhane, cet hydrogène soit pur. Il y a de plus en plus de gens qui vont le produire, on va mélanger finalement ces sources d'hydrogène et de méthane, et à la fin il faut s'assurer qu'on suit finalement une régulation. Si on a des capteurs qui sont chers, on aura du mal à avoir une énergie qui soit compétitive, et puis les gens vont essayer de contourner la réglementation. Dans l'agriculture, on connaît les émissions, le méthane, le NH3. Toutes ces molécules aujourd'hui sont peu maîtrisées, sont peu mesurées, et il faut des solutions pour ça. Pareil, évidemment, dans les transports, que ce soit au niveau des bateaux, mais également des industries. Enfin, tout ça, c'est des problèmes que vous connaissez, mais il faut savoir qu'il y a une pression très forte sur la métrologie, et on a quoi qui est disponible aujourd'hui? Vous connaissez les cellules électrochimiques, certainement, vous connaissez les infrarouges. Notre technologie, c'est finalement le mix des deux, c'est-à-dire une technologie qui est aussi robuste que l'infrarouge, mais beaucoup plus durable, beaucoup plus précise et qui apporte un accroissement de sélectivité et de sensibilité d'un facteur 100 par rapport aux infrarouges. Donc c'est le produit Multisense. Donc c'est un capteur qui est basé sur une spectroscopie photoacoustique laser. Alors c'est un peu du charabia, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun des lasers à l'intérieur va détecter une molécule bien définie sans aucune ambiguïté. C'est-à-dire que si vous voulez détecter, par exemple, je vous donne un exemple où il n'y a pas de solution sur le marché, vous voulez détecter le benzène dans l'air ambiant. Alors vous allez voir d'utiliser un système PID avec une cartouche qui va permettre de rendre le système sélectif, il va y avoir des consommables, ça va être cher. Ici, on va avoir un laser qui détecte que le benzène.
Vous pouvez mettre ce que vous voulez en entrée, il va vous dire qu'est-ce qu'il y a comme benzène, et ce, à des niveaux de précision de l'ordre du ppb. Donc c'est une technologie qui est finalement qui reprend, j'ai envie de dire, le principe de l'infrarouge que vous connaissez, et qui amène toute la performance de la spectroscopie laser qui aujourd'hui que vous connaissez sous forme de rack. Vous avez sûrement vu des racks d'analyse qui sont à peu près de cette taille-là, qui vont être multigaz sous forme laser, mais qui rentrent dans un volume d'1 litre, avec une faible consommation, puisqu'on est sur une consommation inférieure à 10 watts, et le tout avec très peu de matériaux pour sa fabrication, puisque c'est compact, et sans consommable, donc très éco-friendly aussi dans toute la durée de vie. Voilà, donc aujourd'hui, Mirsens a mis ce produit sur le marché. On a des validations dans à peu près tous les domaines que j'ai mentionnés précédemment de la part de clients. On est en phase de levée de fonds pour accélérer d'un point de vue commercial, également au niveau de l'innovation, puisque dans notre société, on a à la fois un très fort focus en production et en marketing et en commerce, mais également une équipe de 10 docteurs qui fait avancer l'innovation pour les solutions de demain. Donc, vous pouvez nous rencontrer sur le stand dans le hall numéro 5, D112. Vous verrez, on est un peu dans un petit couloir, donc il ne faut pas hésiter à venir, hein, vous serez bienvenus. Merci. Eh bien, maintenant, je vais appeler Guillaume Nourry de Nereus qui va nous parler d'ammoniac. Si, c'est ça. Où est-ce qu'il est mon papier? Ah. Oui, c'est ça, d'ammoniac. Allez, c'est à toi. C'est où okay. Bonjour, Guillaume Nourry, je suis directeur innovation chez Nereus et j'ai le plaisir de vous présenter la solution Ammonia. Ammonia est issue d'une 4 ans de développement avec notre partenaire scientifique Toulouse Biotechnology Institute qui est soutenu par l'ADEME. Donc Nereus, nous sommes beaucoup plus connus pour notre filtration dynamique des eaux usées. Nous sommes constructeurs, fabricants, installateurs et exploitants de ces solutions. Emmanuel à la création de Nereus, et on était 3, aujourd'hui on est 35. Et l'écologie a toujours été au cœur de notre entreprise et TBI est un laboratoire expert en génie des procédés de 350 collaborateurs. Vous pouvez voir Irène, doctorante, qui a travaillé sur le projet et entouré des techniciens et du pilote à partir duquel on a pu mener les développements. Alors, je vais vous parler d'un enjeu planétaire, un défi planétaire, l'ammoniac, et plus particulièrement le cycle de l'azote. Le cycle de l'azote, au même titre que la biodiversité, que le changement climatique, fait partie des 9 limites qui ont été définies par Steven et ses collègues. Et sur ce cycle, nous avons dépassé 2 fois déjà cette limite. L'ammoniac est particulièrement présent dans les rejets des élevages, bovins en particulier, également présent dans les apports d'engrais et pour partie dans des rejets industriels. Il faut savoir que la France a émis en 2014 708 000 tonnes d'ammoniac dans l'environnement, et ce qui fait de la France le premier émetteur de l'Union européenne. Alors l'ammoniac, ce sont des problèmes bien connus, des marées vertes en Bretagne, c'est 52 000 mètres cubes par an d'algues vertes ramassées sur nos plages, mais c'est également 48 000 décès en France dus aux particules fines, et l'ammoniac est un précurseur de ces particules fines d'inférieur à 2,5 microns. Alors ce qu'on vous propose, c'est de récupérer cet ammoniac à partir des lisiers, à partir des digestats, à partir des eaux industrielles. Nous allons, dans des conditions de pH et de température maîtrisées, avoir un ammoniac qui est sous forme gaz dissous, qui va pouvoir passer à travers une membrane. Derrière cette membrane, il va rencontrer un acide, il va pouvoir récupérer un proton, va former un ion ammonium, qui n'est plus un gaz, donc, et on va ainsi concentrer l'ammoniac dans cette solution acide et former un engrais azoté de 15 à 25%. L'effluent, lui, sera faiblement concentré en ammoniac, et ainsi, on va pouvoir entrer dans un cycle vertueux de l'ammoniac. Alors cette solution, comment elle se positionne sur le marché? En tant que telle, pour un certain nombre de rejets industriels avec de faibles quantités de matière en suspension, nous pouvons directement proposer cette solution. Mais pour là où il y a le plus gros marché, les lisiers, les digestats, nous couplons cette solution avec nos technologies de filtration dynamique tout à fait adaptées. Et ainsi, nous amenons une solution en rupture sur le marché pour pouvoir filtrer et concentrer cet ammoniac et produire un engrais. C'est d'autant plus intéressant qu'en ce moment,
le cours de l'engrais azoté suit le cours du gaz et vient de tripler en quelques semaines, comme vous pouvez le voir. Sur le marché industriel, où il existe déjà des solutions technologiques comme le traitement biologique, l'évapoconcentration ou le stripping thermique, la solution ammonia se positionne avec un investissement faible, mais surtout en exploitation des coûts très faibles puisque nous avons une très faible consommation d'énergie et une recyclabilité de l'ammoniac. Alors en termes de perspective, qu'est-ce que cela donne? Eh bien c'est pour la France, si on peut développer et étendre cette solution, c'est potentiellement 200 000 tonnes par an évitées, et ce qui nous permettrait d'entrer dans un cercle, dans une économie circulaire de l'azote, et ainsi faire la moitié du trajet pour revenir dans les limites planétaires pour le cycle de l'azote. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Et alors, je vais demander de venir sur la scène à Horizon, Pure Control, Sakowin Green Energy, Syrea et Suez, s'il vous plaît. Et Monsieur Honard, je vais vous demander de nous présenter votre solution probiotique pour le traitement des tours aéro-réfrigérantes. C'est à vous, vous avez 5 minutes. Pour aller à l'avant ? Oui. Pas de souci. Bonjour à toutes et à tous, Vincent Honard, responsable nord-est du groupe Horizon. Je vais donc vous parler de la solution que porte le groupe en termes de traitement du risque légionnel au niveau des tours de refroidissement. Alors je m'excuse par avance, j'aurai moins de belles photos que mes collègues, parce que moi je vais vous parler de produits chimiques, mais de produits chimiques innovants. Alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'Horizon, c'est un groupe d'une 50aine de personnes. On fait du traitement d'eau au point d'utilisation, donc depuis l'entrée de l'eau chez le client jusqu'à sa mise en rejet. On est à peu près donc une 50aine de personnes, essentiellement des ingénieurs, mais également des techniciens. Et on a au sein du groupe 3 usines de production et de formulation de produits chimiques, dont une qui est basée à Alès, une autre qui est basée à Lille, et le vaisseau amiral qui produit à peu près, lui, 10 000 tonnes de produits à l'année, qui est basé à Bruxelles. Alors notre stratégie en fait de traitement du risque légionnel est basée sur l'utilisation d'un monoproduit dont je vais vous parler plus précisément. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'une tour de refroidissement, c'est un risque potentiel en termes de contamination légionnelle, donc une bactérie qui est potentiellement mortelle pour l'homme et qui aujourd'hui fait l'objet d'un suivi très important de la part des autorités de tutelle que sont les DREAL, tant en termes de qualité d'eau prélevée, enfin de quantité d'eau prélevée, mais également en termes de qualité d'eau rejetée à l'égout. Le potentiel qui est le nôtre aujourd'hui, c'est à peu près 3300 installations au niveau de la France qui font, comme je vous le disais, l'objet d'un suivi très très rigoureux de la part des autorités de tutelle. Et ces installations sont très régulièrement suivies et très correctement suivies par ces dernières parce qu'elles ont un fort pouvoir impactant tant sur le volet sanitaire, encore une fois par rapport à la maîtrise du risque légionnel qui est une bactérie donc mortelle pour l'homme, mais elles sont également très impactantes par rapport au volet environnemental parce qu'une tour de refroidissement, c'est quelque chose qui vient prélever des volumes d'eau qui ne sont pas négligeables au sein de l'environnement et également qui va être amené à rejeter des volumes d'eau non négligeables et des volumes d'eau qui contiennent des produits chimiques potentiellement contenant des molécules qui sont potentiellement dangereuses vis-à-vis de l'environnement. Donc notre formulation à nous, elle est basée, et notre stratégie de traitement à nous, elle est basée sur l'utilisation donc d'un monoproduit sans aucune substance nocive vis-à-vis de l'environnement, qui donc est nommé chez nous Aquatrite 202. Et ce monoproduit, en fait, il est composé essentiellement de phosphonates, de tensioactifs et de polymères. Le but, en fait, de notre traitement à nous, c'est de maintenir les installations qui soient le plus propres possible pour éviter toute problématique liée à l'entartrage, à la corrosion et au développement des biofilms. Ces problématiques étant, en fait, les principaux facteurs qui favorisent le développement des bactéries. Et notre vision, c'est de ne pas agir avec des produits qui ont un fort impact vis-à-vis de l'environnement, mais également des installations, sur les légionelles en elles-mêmes, mais ça va être d'impacter en fait les facteurs qui favorisent son développement pour justement inhiber ce développement au sein des installations telles que les tours de refroidissement. Donc en faisant ça, on arrive effectivement à contenir et à juguler une flore présente dans l'installation. Et derrière, il faut aussi également savoir que dès lors qu'on met en stress des bactéries, on va imposer une compétition entre elles et que seules les bactéries les plus
vivaces vont avoir tendance effectivement à survivre et à rester au sein de l'installation. Légionelle étant une bactérie assez peu vivace, qui est extrêmement fragile, on va dire, elle va effectivement être perturbée par l'environnement stressant qui lui est administré, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nourriture, elle ne peut pas se cacher au travers d'un dépôt qui serait un dépôt de biofilm, un dépôt de tartre ou un dépôt de corrosion. Et dès lors qu'elle se trouve en compétition, elle va effectivement avoir du mal à se développer. Et c'est ainsi qu'on arrive de notre côté à juguler les niveaux de contamination qu'on a dans les installations telles que les tours de refroidissement. Donc les avantages qui sont celles du traitement probiotique, c'est qu'en fait, on limite et on respecte, alors on limite l'impact sur l'environnement en le respectant, parce qu'on n'a pas de traitement qui va induire des rejets de sous-produits de décomposition de biocides. Généralement, une tour de refroidissement, c'est traité avec 2 ou 3 produits, un anti-tartre, anti-corrosion et bien souvent 1 à 2 biocides, qui sont soit des biocides dits oxydants, soit effectivement des biocides non oxydants. On n'a donc pas de génération d'AOX, pas de génération de THM ni de métaux lourds. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que la formulation Aquatrite 202, de par les éléments de sa formulation, nous permet des taux de concentration dans les tours de refroidissement qui sont de l'ordre de 3 à 5, alors qu'habituellement, dans ces installations, on travaille plutôt entre 2 à 3, ce qui veut dire que derrière, on a un impact environnemental qui est moindre en termes de ponction sur le volume d'eau emprunté, de l'ordre de 40%. Donc on gère un risque bactériaux tout en gérant effectivement un volume d'eau prélevé dans le réseau et en limitant également les rejets de ce dernier. Non, c'est rouge. Simplicité d'utilisation, on n'a qu'un seul produit, donc ça c'est intéressant. Un seul dispositif d'injection, il n'y a pas besoin d'avoir une multitude de pompes doseuses, pas d'unité de régulation pour des produits oxydants, et on a la possibilité d'intégrer à notre produit un traceur. Sécurité, pas de stockage de produits dangereux, pas de risque de mélange de la part des opérateurs. Et économie, donc comme je l'ai dit, économie d'eau, pérennité des installations, qui va permettre effectivement de durer dans le temps. Horizon est partenaire d'Aquatrite, on est membre du Ciprodo et d'Aquavalley. Le procédé Aquatrite 202 sera présenté plus en détail jeudi par le président d'Aquatrite France. Et si vous voulez nous rejoindre, c'est le hall 4, 110. Merci. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Pure Contrôle pour le pilotage intelligent des process industriels. Monsieur Croissant, c'est à vous. La flèche verte pour avancer. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, réduire le coût d'une facture d'énergie dans une usine, ça paraît évident. Il suffit de consommer majoritairement en heure creuse, là où l'énergie est la moins chère. Consommer moins d'énergie, c'est simple également. Il suffit de ne pas faire de surqualité. Lisser et fiabiliser le process, c'est pareil, c'est assez simple. Il suffit d'anticiper certains phénomènes, notamment en prenant en compte les prévisions météo. Alors, optimiser un process industriel, vous voyez, ça paraît simple sur le papier, mais en fait, c'est très complexe. Et d'ailleurs, la plupart des industriels connaissent leurs gros leviers d'optimisation, mais une toute petite partie d'entre eux aujourd'hui sont activés. Tout simplement parce que c'est très très complexe à mettre en œuvre et que les solutions actuelles, notamment les automates industriels, ne sont pas en capacité de prendre en compte toutes ces contraintes dynamiques et volatiles. S'ils le sont capables, mais au risque de créer des usines à gaz qui ne seront ni utilisées ni maintenues dans le temps. Et c'est là que Pure Control intervient. Alors, qui est Pure Control ? Pure Control, c'est une jeune société bretonne, composée d'environ une quinzaine de personnes, et donc qui développe une solution logicielle qui est boostée à l'intelligence artificielle et qui intervient sur 2 plans. Premier plan, la solution va identifier des leviers d'optimisation d'un process industriel si ceux-ci ne sont pas déjà connus par l'industriel eux-mêmes. Et deuxième point, et c'est là qu'on fait la différence, c'est que la solution va piloter directement le process industriel. Il va prendre la main sur les automates de régulation pour les réguler de manière optimisée et temps réel. Alors la solution Pure Control, en fait, c'est 3 solutions en une. Une première solution qui va connecter, croiser l'ensemble des données du process industriel, que ce soit les données internes au process, tout ce qui va être capteur isolé, les données issues des automates, mais aussi les données externes au process, qui peuvent avoir une influence sur le process, ou, si on l'utilise, qui peuvent également optimiser le process. Je pense notamment aux prévisions météorologiques ou
à la tarification de l'énergie qui peut être très volatile. La deuxième solution, c'est une couche intelligente, en fait, qui va analyser toutes ces données et donner des clés d'optimisation aux industriels. Je vous donne un exemple de ce que l'algorithme Pure Control est capable de faire. L'algorithme est capable de décomposer de manière automatique et temps réel la consommation d'énergie de chaque équipement que compose un process, sans avoir besoin d'installer des sous-comptages. Et enfin, et surtout, la solution Pure Control permet de contrôler de manière dynamique, de prendre la main sur les automates industriels et, via un jumeau numérique, de réguler de manière optimum l'ensemble des procédés industriels. Alors, prendre en compte une tarification volatile de l'énergie, pas de souci. Prendre en compte la volatilité de l'impact carbone de l'électricité consommée, aucun problème. Prendre en compte l'influence de la météo, et notamment prendre en compte les prédictions météo, aucun souci. Tout ça en même temps, l'algorithme est fait pour ça. En fait, les contraintes que peut prendre l'algorithme en compte sont illimitées. Ce qui est également illimité, c'est les domaines d'application. Alors, historiquement, la solution a surtout été déployée dans le domaine de l'eau. Donc tout ce qui va être traitement des eaux usées, production d'eau potable, mais aussi dans la gestion des centres aquatiques. Mais en fait, la solution, elle est déployable sur l'ensemble des domaines industriels. À partir du moment où il y a un peu de métrologie, où il y a des capteurs, la solution, elle peut s'appliquer. Donc aujourd'hui, on travaille on pilote environ une 150aine de sites, donc notamment dans le traitement de l'eau avec les leaders du secteur. Et demain, on commence déjà à s'intéresser à d'autres domaines industriels. Quelques petits cas d'usage pour vous mettre l'eau à la bouche. Donc, par exemple, si on s'intéresse à une station d'épuration, l'algorithme a déjà été éprouvé et approuvé par nos clients dans le cas de l'optimisation de l'aération en station d'épuration. Donc l'algorithme va permettre de prendre en compte vraiment des systèmes hyper complexes en prenant en compte de multiples facteurs, à la fois des facteurs internes à la station, mais aussi des facteurs externes. Et grâce à cette prise en compte simultanée de toutes ces contraintes, elle va optimiser encore un peu plus la régulation existante. Donc je l'ai testé en tant que client de la solution, ça marche. On atteint des gains d'énergie jusqu'à 20%. Et on peut également réduire l'impact carbone jusqu'à 30%. Également, les applications sur les postes de relevage, où le fait de prendre en compte les prévisions météo, on va pouvoir réduire les risques de débordement. Et également, des applications sur les piscines pour optimiser les temps de chauffe. En conclusion, Pure Control, c'est une solution unique sur le marché, donc qui est totalement réversible. Elle s'intègre sur l'existant. Il n'y a pas d'investissement à prévoir. C'est une solution qui s'autofinance grâce aux économies qu'elle va rapporter aux industriels. C'est également une solution cybersécurisée. On accorde beaucoup d'importance au sujet de cybersécurité notamment. Et puis en un mot, Pure Control permet enfin aux industriels de reprendre la main, de reprendre le contrôle sur l'optimisation de leur process. Et je vous invite, si vous voulez en savoir plus, à nous rencontrer sur notre stand B75 dans le hall 5. Merci à tous. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Sakowin Energy, Green Energy, pour sa solution de production d'hydrogène sur site et sans CO2. Monsieur Hugat, c'est à vous. C'est celui-là pour avancer. Bonjour. Imaginez un monde où la source principale d'énergie ne serait pas la combustion d'hydrocarbures. Un monde sans émission de CO2 provenant de l'activité humaine. Bonjour, je suis Gérard Gatt, président de Sakowin, et je suis convaincu que la transition énergétique passera nécessairement par l'hydrogène. Depuis des siècles, nous utilisons les hydrocarbures en les brûlant. C'est une énergie qui est facile d'accès, bon marché, qui se stocke facilement et se transporte facilement. Cependant, la combustion d'hydrocarbures impose nécessairement l'émission de CO2. Aujourd'hui, nous nous accordons tous sur le même objectif, 0 g de CO2 émis par l'activité humaine en 2050. C'est un objectif difficile à réaliser qui va demander de gros efforts et beaucoup d'innovation pour atteindre cette réussite. Maintenant, une énergie sans émission de CO2, c'est important bien entendu, mais attention à un coût performant, à un coût compétitif
car la transition énergétique nous impose des contraintes économiques importantes qu'il ne faut pas minimiser. L'hydrogène est l'avenir de l'énergie. On en est tous d'accord aujourd'hui. Mais l'hydrogène sans émission de CO2 à un coût compétitif était jusqu'à présent un problème non résolu. Lorsqu'on parle d'hydrogène vert, on se réfère essentiellement à l'électrolyse de l'eau associée aux énergies renouvelables. C'est une énergie effectivement qui permet de produire de l'hydrogène sans émission de CO2. Mais en fait, au niveau du coût, le problème est que sa consommation énergétique est telle qu'il va être difficile d'être compétitif. De plus, la quantité d'espace foncier que cette solution demande pour être déployée va limiter son expansion. Il faut donc innover pour trouver des solutions complémentaires. Lorsqu'on se réfère à la science, on se rend compte qu'il faut beaucoup moins d'énergie pour dissocier une molécule de gaz qu'une molécule d'eau. Il semble donc que la voie du méthane soit une voie plus efficace pour obtenir un hydrogène compétitif. C'est pour cette raison que nous avons mis en place une technologie de décomposition du méthane sans oxygène qui permet de produire donc de l'hydrogène gazeux d'un côté et du carbone sous forme solide de l'autre, à un coût compétitif, car nous faisons cette décomposition dans un niveau énergétique similaire à celui du vaporéformage, sans aucune émission de CO2. Et associée à du biométhane, cette solution devient une solution d'énergie renouvelable, négative en CO2. Notre solution est basée sur une technologie mature et éprouvée, le plasma micro-ondes, que nous utilisons dans un nouveau contexte, la décomposition du méthane en hydrogène gazeux et en carbone solide. C'est un équipement qui est compact, modulaire et empilable, qui peut s'installer en bout de ligne d'une arrivée de gaz dans des infrastructures gazières existantes et qui va permettre de produire de l'hydrogène sur site et à la demande. Un module peut produire plusieurs kilos par jour ou plusieurs tonnes par jour en assemblant plusieurs modules ensemble. Un module équipé d'un réacteur de 100 kW peut produire jusqu'à 400 kg d'hydrogène par jour. Comme vous le voyez, c'est une solution. Cette piste-là permet d'obtenir un hydrogène extrêmement compétitif, car nous produisons en fait deux éléments industriellement valorisables, de l'hydrogène gazeux d'un côté et du carbone solide de l'autre. Les marchés que nous pouvons pouvoir adresser avec un hydrogène vert compétitif sont très nombreux. Le marché de l'hydrogène est estimé à plus de 2500 milliards de dollars en 2050 et le marché du carbone à plus de 23 milliards de dollars en 2026. Tout comme le marché de l'hydrogène, le marché du carbone va fortement évoluer. Car si aujourd'hui nous ne pouvons plus recycler le CO2 par le cycle naturel de notre planète, l'humanité va devoir prendre en charge le recyclage du carbone. Notre accès au marché, nous l'envisageons au travers de partenariats industriels pour co-développer des solutions complètes qui intègrent notre brique technologique dans des solutions comme des stations de recharge hydrogène pour la mobilité ou des solutions de décarbonation des industries. Aujourd'hui, nous travaillons déjà avec 4 partenaires avec qui nous développons des applications de ce type-là. Et actuellement, nous sommes en train d'optimiser notre prototype à la Technopole de l'Arbaud à Aix-en-Provence, qui est actuellement en fonctionnement. Nous avons une équipe donc de 11 personnes, spécialistes des énergies alternatives, avec des expertises en physique, chimie, industrialisation, électronique, finance et business développement. Nous avons déposé 3 brevets. Nous travaillons avec 4 clients actuellement et nous collaborons avec 5 partenaires R&D pour développer cette technologie. Notre objectif est simple. Dès 2025, commercialiser notre premier produit et d'ici 2028, vendre une centaine de produits pour un chiffre d'affaires d'à peu près 78 millions d'euros. Nous sommes en train de conclure notre levée de fonds d'1 million d'euros actuellement. Nous allons lever 3 millions supplémentaires l'année prochaine et 7 millions en 2024. Merci beaucoup pour votre attention et venez nous rejoindre sur le stand 4F117 pour plus d'informations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Cirea pour sa Smart EMS et l'autoconsommation pilotée pour tous. C'est à vous. Merci. C'est le bouton là, d'accord. Bonjour à tous, Thomas Reich, je suis le commercial pour Cirea. Donc rapidement, Cirea c'est une société créée en 1994 à Castres en Occitanie dans le Tarn.
Donc on est fabricant et installateur de solutions industrielles spécialisées dans le photovoltaïque et l'autoconsommation. Donc nos principaux clients sont essentiellement des industriels, mais aussi tout ce qui touche à l'énergie, donc par exemple des magasins ou même des hangars agricoles, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc c'est cette expertise en électricité industrielle et en automatisme qui nous a amené à prendre le virage de l'efficacité énergétique depuis de nombreuses années, et nous avons développé le Smart EMS, donc c'est un gestionnaire d'énergie. Donc pourquoi nous avons développé ce produit-là? Donc c'est pour augmenter le taux de pénétration des énergies renouvelables en France, pour sensibiliser les usagers à mieux utiliser l'énergie et surtout à mieux la consommer. C'est aussi pour accroître l'autonomie des usagers et réduire cette facture énergétique, donc forcément faire des économies sur sa facture d'électricité. C'est aussi un enjeu à venir en vue du décret tertiaire applicable à partir de septembre 2022 pour les bâtiments. Et enfin, c'est aussi d'actualité, c'est pour promouvoir et développer de plus en plus la mobilité électrique, notamment au travers de la recharge solaire sous forme d'ombrière, par exemple. Donc sur cette photo, on peut voir rapidement l'intérêt de notre solution, de notre gestionnaire d'énergie, de notre Smart EMS. Sans Smart EMS, vous voyez que la production, le taux de couverture est estimé de 25 à 45%. Avec notre solution, on peut arriver à un taux de couverture de 45 à 70%. En fait, l'intérêt, c'est de, par exemple, entre midi et 2, où les personnes ne sont pas au travail, c'est de couper l'éclairage ou la ventilation, la climatisation. C'est des choses peut-être banales, mais ça permet d'être automatisé et fait de manière autonome. Voilà. Ça permet aussi de, par exemple, prioriser la recharge des véhicules entre midi et 2, quand on est jeune ou autre, de pouvoir utiliser les périodes d'ensoleillement au maximum et optimiser la production photovoltaïque. Pourquoi aussi on a développé le Smart EMS? C'est en partie dû à la dérégulation du marché de l'énergie qui va provoquer une hausse assez importante du coût de l'énergie, et pour ceux qui ne seront pas en mesure de la gérer. C'est aussi l'électrification massive à venir par l'explosion du marché de la voiture électrique et l'abandon des énergies fossiles dans le bâtiment. Et comme je le disais en introduction, pour continuer à développer les énergies renouvelables. Et enfin, le Smart EMS, il est aussi son intérêt dans les offres à tarification dynamique du coût du kilowattheure, et qui pourra inciter l'usager à optimiser sa consommation selon ses périodes de tarifaires différentes. Donc en l'occurrence, là où l'énergie sera la moins chère, le Smart EMS pourra prioriser par exemple la recharge d'un véhicule, la consommation du bâtiment sur ces plages définies. Donc sur cette synoptique assez simple, on peut voir le gestionnaire d'énergie qui fait le lien entre la production photovoltaïque, le stockage de l'énergie, la recharge des véhicules et l'autoconsommation du bâtiment, et une remontée, ce que j'ai appelé accompagnement des usages, une remontée avec une supervision. Pourquoi le Smart EMS? Donc, il est vraiment la pierre angulaire entre la fourniture d'énergie et la consommation. Il sera toujours évolutif et pourra s'adapter à de nouvelles offres d'autoconsommation, notamment autoconsommation collective. Et il pourra se développer sur de nouvelles technologies comme l'hydrogène. Et il offre un avenir meilleur, tant d'un point de vue social qu'environnemental. Notre marché, donc aujourd'hui, c'est essentiellement des zones d'activité commerciale, des magasins, des entreprises et les collectivités et infrastructures. Enfin, pour terminer, rapidement la roadmap. Aujourd'hui, ce qu'on sait faire, c'est gérer le stockage, piloter la climatisation ou le chauffage, faire de la recharge de véhicules électriques, programmer le CS, gérer la tarification dynamique. Et demain, notre objectif, c'est
de continuer à innover, notamment dans le stockage hydrogène et l'analyse prédictive qui consiste à créer un peu une domotique autour de l'énergie et de faire des prédictions météorologiques et de dire à notre gestionnaire d'énergie, demain il fait soleil, tu peux prioriser la recharge des véhicules, etc. Voilà. Merci pour votre attention. Nous sommes sur le pavillon Occitanie, K118, et vous êtes les bienvenus pour découvrir nos systèmes et en l'occurrence notre gestionnaire d'énergie. Merci. Je vais appeler maintenant Monsieur Delahaye de Suez pour ses marqueurs Covid sur les eaux usées. C'est pour vous. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Avant de vous présenter cette solution, je voulais faire un bond en arrière, un bond dans le passé, et vous rappeler qu'en 1832, une grave épidémie de choléra a frappé les principales capitales européennes, bilan 100 000 morts. À partir de ce moment-là, il y a eu une réflexion, avec aussi d'autres épidémies qui ont suivi, sur le développement de l'assainissement et de ce qu'on connaît, le tout à l'égout. Donc ça s'est développé au 19e siècle. C'était une réponse sanitaire. Désormais, à Polytech, on parle plus de l'assainissement en termes de réponse à la protection de l'environnement. Je vais vous présenter avec Covid-19 City Watch que l'assainissement a encore des choses à apporter pour la protection de nos concitoyens. Alors, lors de la première vague épidémique du Covid, notre centre de recherche a travaillé pour essayer de détecter le virus, les marqueurs du virus, l'ARN du virus, dans les eaux usées. Et on a réussi, avec des étapes de préconcentration, des protocoles spécifiques sur les échantillons, à détecter cet ARN, certains gènes synonymes du virus présents dans les eaux usées. Il faut savoir que les personnes infectées vont relarguer de l'ARN du virus dans leurs selles, qu'elles soient infectées en ayant des symptômes ou en étant asymptomatiques. C'est-à-dire qu'elles vont relarguer même si elles ne sont pas porteurs de symptômes et si elles ne sont pas diagnostiquées. On va avoir finalement un temps d'avance grâce à ce diagnostic dans les eaux usées par rapport au diagnostic physique par PCR que l'on connaît tous. Donc finalement, l'analyse dans les eaux usées de la recherche de ce virus est un indicateur pertinent pour suivre la circulation du virus, sa détection dans les territoires. Donc comme j'ai dit, c'est une alerte précoce puisqu'on va avoir 1 semaine, 2 semaines, voire plus d'avance par rapport au taux d'incidence, ce qui est calculé par les tests physiques ou hospitaliers. Et puis, le seuil de détection de cette analyse est très très bas. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter une personne infectée sur 100 000 personnes. Donc vous imaginez l'intérêt de suivre des territoires avec cette solution-là, évidemment beaucoup moins coûteuse que de tester 100 000 personnes avec un test PCR ou salivaire. Avec une seule analyse, on va savoir à peu près quelle est la situation épidémique sur ce territoire. Donc, une capacité à faire des dépistages finalement réguliers, puisque le coût faible est valable sur un nombre de personnes assez élevé. Donc, on a cherché finalement à développer cette solution, à pouvoir l'appliquer pour pouvoir suivre les différentes vagues épidémiques que l'on a connues. Donc, la démarche se structure en plusieurs étapes. La première étape a été de sectoriser les territoires que l'on cherche à suivre. On va chercher à déterminer les bassins versants qu'on va équiper de préleveurs pour savoir pour voir la circulation du virus dans tel ou tel quartier. On va réaliser les analyses avec notre laboratoire dédié et on va donner les résultats avec d'autres informations qu'on collecte aussi sur les réseaux d'assainissement à nos clients, donc les collectivités locales. Ça peut être aussi des établissements scolaires, des EHPAD. Et on va aider avec nos experts épidémiologistes à interpréter ces résultats. Tout ça va être transmis aussi aux ARS et ensemble, on va pouvoir, avec les collectivités, déterminer une stratégie, modifier peut-être les mesures en place sur le territoire ou les accentuer, les diminuer en fonction de ce que nous donnent ces résultats-là, évidemment en combinaison, en complément de ce que apportent les taux d'incidence, les suivis hospitaliers. Donc bien voir qu'on a mis en place ces solutions-là à la fois sur des stations d'épuration, sur des réseaux d'assainissement, mais aussi sur des établissements spécifiques, des groupes scolaires, des EHPAD, pour suivre l'évolution, donc la circulation, les tendances de l'épidémie au niveau local. Parce que là, on est vraiment sur une solution locale pour avoir des mesures locales, pour agir au plus vite, détecter les clusters au moment où ils se forment,
en pouvant remonter le réseau au plus près de ce cluster avec nos préleveurs, pour pouvoir évidemment limiter l'impact de l'épidémie sur la vie de nos concitoyens. Donc au final, on a pu développer au cours des différentes vagues un suivi sur de nombreux pays. Ici, je vous ai rappelé le nombre de personnes qui sont suivies en France et en Espagne par la solution Covid-19 City Watch qu'on a mis en place. Donc en France, c'est plus de 2 millions de personnes, donc une centaine de communes en France qui sont suivies avec cette solution-là via les réseaux d'assainissement. Donc c'est vraiment un suivi complètement indolore. Et en Espagne, plus de 12 millions d'habitants dans les principales régions d'Espagne. Et on a également déployé ce suivi-là en Angleterre, au Maroc, en Inde, au Mexique et au Chili. Pour finir, cette fois un bond en avant vers le futur, on pourra développer aussi cette solution-là pour le suivi d'autres virus, grippe, gastro, autres bactéries, autres pathogènes, puisque finalement, il y a très peu de développement à faire pour pouvoir utiliser ça en termes de sentinelles sanitaires. Et je vous invite à nous retrouver au stand Suez en J190 juste à côté. J'aurai le plaisir aussi de présenter plus d'infos demain à 10h30 sur le stand. Merci. Merci beaucoup. Alors, je ne l'ai dit pas assez fort tout à l'heure. Bien sûr, ceux qui sont dans les membres du jury qui sont de Suez, il ne fallait pas voter pour la personne qui vient juste de parler. Sinon, de toute façon, on vérifiera. Alors, je vais maintenant appeler les 5 derniers pitchers. Il va y avoir TCR Tecora, The Sea Cleaners, Viewpoint, Recycling et Bolegraph Recycling Solutions. Et on va commencer par TCR, Monsieur Théoline. Hop, c'est bon. Voilà, c'est celui-là. Good morning to all. I am Andrea Ciolin, Sales Director for TCR Tecora. I take the occasion to thank the organizers, my company, and our R&D department that wake up every morning thinking to new solutions. TCR Tecora started in 1976. Our aim is to produce samplers. So samplers for occupational and health, industrial emission, outdoor air quality, and laboratory. We are 33 people, all engaged in in this activity. Inside our company, we have a TCR Tecora Research and Development Department, where we study for base research and applicative research. We are here to present you an applicative research result. So from a dream that we had in the past, that was to produce an equipment to monitor pollutants without the necessity of power supply. So our dream was the same necessity of the marketing. So we joined together and we get an equipment that is able to sample immediately without the need of any plug, any electricity. So as fast is the sampling, as fast is the answer to the population about their health. EcoSB is the name of the sampling system. EcoSB is based on a unit that sample PTS, PM10, PM2.5, PM1, micropollutants. The micropollutants are dioxin, are furans, are PCB, are a lot of carcinogenic compounds. In the same time, we sample asbestos. So if during a fire there is asbestos, we are able to do in the same time this highly carcinogenic pollutant. In the same system, there is also a optical particle counter that is able to monitor PM10, PM2.5, PM1, and 24 digital classes. You know that in the small particulate, there are the carcinogenic pollutants that we go to breathe. We also monitor relative humidity, CO2, and other compounds. We monitor the weather conditions, so wind speed and wind direction. There is a GPS inside that tells you where you placed your sampler. So
people can arrive, can start a sample, go away from the pollutant area, and return back to office. Why return back to office? Because in the office, there is the docking station that is able to speak with the sampler and telling me if the sampler is running correctly, if there is any fault, and if it is possible to download the data. The docking station is able to monitor the entire device when the device is in the office. So it monitors the battery, so you don't have to check any time if the battery are charged. It's just a question to leave docking station to manage the power, and you are sure that your batteries are ready for the use when you have the emergency. Another very important thing is that docking station manage the sampler and its calibration. So at a certain program moment, docking station is able to start the sampler to verify that it is correctly running, to calibrate the device. So you don't need to do nothing. So the docking station do itself his job without the necessity to be there to check the battery charge and calibration routines of the sampler. Who are our stakeholders? We have environmental protection agencies, fire department, research institute, so all the people that needs to manage pollution, sampling pollution, and intervention, fast intervention. Thanks to all. Come to visit us at stand G145. Merci, grazie mille, thanks. Thank you very much. On va maintenant recevoir donc un bateau usine pour la collecte et la valorisation en mer de macrodéchets plastiques flottants avec Valérie Amand, directrice de la communication de The Sea Cleaners. Valérie, c'est à vous, 5 minutes. Vous avez le bouton là et vous avez le retour ici. Okay. Bonjour à tous. Donc, je suis Valérie Amand, je représente l'association The Sea Cleaners. Et quand j'aurai fini cette présentation, l'équivalent de 5 camions poubelles de déchets plastiques se seront déversés dans les océans. 85 tonnes, ce qui représente 10 à 12 millions de tonnes par an de déchets plastiques, avec des conséquences absolument dévastatrices sur les écosystèmes. C'est bien pour lutter contre ce fléau que Yvan Bourgnon, le navigateur, a créé notre association Loi 1901 à but non lucratif, avec comme devise, et nous nous y tenons depuis 5 ans, d'être le plus concret possible dans les solutions que nous proposons, aussi bien à terre qu'en mer, contre cette pollution plastique, et d'agir aussi bien au niveau préventif que curatif. Nous sommes un projet un peu atypique par rapport à ce qui a pu vous être présenté aujourd'hui, car notre solution n'a pas vocation à être commercialisée. Nous avons une vocation de solidarité internationale et grâce à des financements privés, notamment à nos mécènes, nous agissons dans les pays qui en ont le plus besoin face au ravage de la pollution plastique. Nous sommes soutenus en cela par un consortium technique d'une vingtaine d'entreprises, au sein duquel 60 ingénieurs ont consacré près de 20 000 heures de développement et d'études à la solution que je vous présente désormais et qui s'appelle le Manta. Bienvenue à bord. Donc, le Manta, c'est un catamaran géant, un bateau-usine également, bio-inspiré, donc inspiré par l'arrêt Manta. Comme l'arrêt Manta, le bateau va réellement s'auto-alimenter en filtrant l'eau pour en extraire les déchets plastiques. Vous le voyez ici, c'est un géant des mers. Nous avons voulu, il est si gros parce qu'il cumule 4 missions pour avoir la réponse la plus complète aux différentes problématiques de la pollution plastique. Ces 4 problématiques, les voici, et ce sont autant de missions que traite le bateau. C'est donc à la fois un navire qui va collecter et valoriser les déchets plastiques à bord. C'est également un endroit qui va pouvoir accueillir du public pour être à la fois un porte-étendard de la cause, pour sensibiliser, éveiller les consciences à la pollution plastique. C'est un bateau de recherche pour faire progresser la connaissance sur la pollution plastique également. Et c'est enfin un levier de développement pour l'économie circulaire au niveau local, en apportant la démonstration de technologies innovantes.
Donc ces technologies, quelles sont-elles? En voici quelques-unes. Ici, nous avons les technologies de collecte qui seront embarquées à bord du bateau, qui vont nous permettre de collecter aussi bien les macro-déchets flottants à partir de 25 mm, mais également les petits déchets à partir de 10 mm et jusqu'à 1 mètre de profondeur grâce à un système de collecte de surface, également des très gros déchets de type bidon grâce à des grues, et également grâce au petit navire de collecte que vous voyez en bas à gauche, qui est déjà opérationnel, aller également dans les zones où le grand bateau ne pourra pas aller. Ce sont des bateaux complémentaires qui permettent de récolter des déchets aussi bien solides et liquides et aller dans les zones étroites et peu profondes. Le bateau que vous voyez ici est, lui, déjà opérationnel. Au total, le Manta pourra collecter jusqu'à 3 tonnes de déchets plastiques par heure. L'ensemble des déchets qui seront acheminés vers le Manta seront traités à bord du Manta, dans une usine embarquée qui se trouve au cœur du bateau. Première étape, des opérateurs vont trier manuellement ce qui est recyclable de ce qui n'est plus recyclable. Donc tout ce qui est recyclable va être stocké à bord et ramené à terre pour être recyclé dans des filières. Et tout ce qui est non recyclable, c'est-à-dire à peu près 90% de ce que nous collecterons, trop dégradé par les UV, par le sel, va être valorisé énergétiquement au sein d'une unité de conversion énergétique des déchets qui, par pyrolyse, va transformer les déchets plastiques en gaz de synthèse qui va alimenter une turbine pour produire de l'électricité. Donc réellement, on peut dire que le bateau, le Manta, s'alimente à partir du plastique pour produire sa propre énergie. Grâce à cette combinaison, grâce à l'énergie tirée de l'unité de conversion énergétique des déchets, mais également grâce à des énergies renouvelables qui sont embarquées, notamment des panneaux solaires, des éoliennes et des hydrogénérateurs, grâce également aux voiles qui nous fournissent une grande partie de notre propulsion, montée sur des gréements automatisés, nous avons un objectif de 75% d'autonomie énergétique avec le Manta, ce qui lui permet d'avoir une empreinte carbone minime. C'est un bateau de dépollution dont on essaie de faire en sorte qu'il ne pollue pas en retour. Là où la plupart des bateaux de travail de ce gabarit sont autour de 25% d'autonomie énergétique pour les plus vertueux, nous visons les 75%. On dit souvent qu'il est trop tard pour collecter les déchets plastiques, que ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons qu'en agissant là où les nappes ne sont pas dispersées, où elles sont encore concentrées, on peut encore avoir une action réelle. Et c'est bien ce que nous ferons avec le Manta. Si vous souhaitez devenir partenaire, mécène, en savoir plus, venez nous voir. Nous sommes dans l'espace mer et littoral. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant Viewpoint. C'est à vous pour la détection des micropolluants. Vous avez 5 minutes. Merci, bonjour. Je vais vous présenter Toxmate dans sa version usine de potabilisation. Alors, un petit historique, Viewpoint, c'est une société française malgré son nom. On est basé près de Lyon. On travaille depuis plus de 30 ans dans la fourniture d'instrumentation de laboratoire, de systèmes de traitement d'images, à des groupes pharmaceutiques et à la recherche académique dans le domaine des neurosciences. À ce titre, on a une filiale à Montréal et une à Shanghai parce qu'on sert les chercheurs du monde entier. On a beaucoup de collaborations avec l'académique et notamment avec l'INRAE. Et fort de ces collaborations, on a décidé il y a quelques années de nous intéresser à la qualité de l'eau et notamment à la détection de micropolluants. J'aurais pu appuyer sur la diapo avant. On est parti du constat qu'il y a 200 000 micropolluants présents dans l'eau et que la physico-chimie, avec une telle quantité de molécules dangereuses, n'arrive pas à suivre. Donc on s'est dit qu'on allait faire appel au vivant, parce que le vivant, c'est la solution. Quand quelque chose vous démange, vous vous grattez. Quand il y a un bruit soudain, vous sursautez. Si quelque chose vous dérange, vous partez. Nous, on s'est dit qu'on allait mettre sous vidéosurveillance les organismes qui vivent dans l'eau des rivières de France et de Navarre, et essayer de trouver, grâce à la collaboration avec l'INRAE, des organismes qui vont être en quelques minutes potentiellement une façon de mesurer la présence de micropolluants. Et bingo, ça a marché. L'INRAE nous a trouvé 3 macro-invertébrés que vous voyez là, qui sont extrêmement sensibles et qui vont exprimer des comportements que l'on va pouvoir analyser par traitement d'image pour pouvoir détecter la présence de micropolluants dans l'eau.
L'avantage d'avoir 3 espèces différentes, ça nous permet d'avoir un spectre de détection extrêmement large et une sensibilité qui n'a pas d'équivalent. Alors le ToxMate, c'est une station qu'on peut implanter sur site. On va pomper en permanence l'eau qu'on veut analyser. On va l'envoyer dans les aquariums où vivent nos macro-invertébrés. Et on va analyser en temps réel leur comportement. Et en quelques minutes, on va pouvoir déclencher une alarme liée à la présence de micropolluants, avertir le gestionnaire, voire même, dans une version télésurveillance, on appelle le gestionnaire pour lui dire il y a un problème et essayer de comprendre d'où ça vient pour capitaliser sur ces données et essayer d'éliminer la problématique à la source. Le challenge dans l'application eau potable, c'était de pousser la sensibilité des macro-invertébrés, ce qu'on est arrivé à faire de manière relativement simple. Et on a pu, grâce à des collaborations, installer le LoToxMate sur des sites d'usines de potabilisation. On a précédemment fait nos preuves sur des steppes urbaines dans des villes comme Paris, Lyon, Cannes et en Suisse, sur des steppes industrielles. Ça, c'est un marché qui représente à l'échelle de l'Europe plusieurs milliers de sites à équiper. Et grâce à l'innovation sur l'eau potable, et notamment une collaboration avec l'Assor et le PTB Vilaine, on a pu s'installer sur l'usine de potabilisation de Ferrel, qui livre de l'eau potable à plusieurs villes de la Bretagne. Et on a été très content de ce déploiement. D'ailleurs, il y a un deuxième ToxMate qui va bientôt être mis en place sur ce même site pour avancer dans les process. Et on a une installation qui va se passer sur Suez dans quelques jours, à Cannes. Le marché, là aussi, il est assez important, puisqu'on l'estime à plusieurs milliers encore d'exemplaires sur l'Europe. Et ça, c'est sans compter ce qu'on peut faire en Chine, où là, la demande en eau potable est énorme. Donc, l'impact de l'utilisation du ToxMate, pragmatiquement, au début, ça nous permet de dimensionner les traitements tertiaires, l'élimination des micropolluants, par une meilleure connaissance de la dynamique de présence des micropolluants. Après, au niveau de l'exploitation, on peut piloter de manière intelligente les traitements, donc faire de l'économie d'énergie, de l'économie des consommables nécessaires à l'élimination des micropolluants. Pour les élus, c'est une bonne façon de regarder si les projets qu'ils ont mis en œuvre aboutissent aux résultats attendus. Et puis, globalement, on va tendre à aider à l'élimination des micropolluants dans l'eau, donc la protection de la ressource, des écosystèmes, de la santé humaine. Et tout cela n'aurait pas été possible sans l'aide de divers partenaires tels que l'Agence de l'eau, la région Rhône-Alpes, l'INRAE, nos amis d'Accélera. Et si vous voulez voir un ToxMate en chair et en os, venez nous voir sur notre stand sur Polytech. Merci beaucoup. Je vais appeler maintenant WeCycling avec son premier cuivre ultra pur à base 100% de déchets. À vous. Vous avez 5 minutes. D'accord. Bonjour à tous. Je m'appelle Serge Kimbel. Je suis le fondateur de la société WeCycling qui existe depuis 2019. J'ai créé plusieurs structures dans le recyclage depuis une dizaine d'années. Et voilà, on est une équipe qui est relativement jeune puisque la moyenne d'âge chez moi est à peu près d'une trentaine d'années. Et on a développé plusieurs procédés d'extraction de métaux précieux, de métaux rares, de métaux stratégiques. Et tout ça sur notre usine qui est basée en Normandie, entre Le Havre et Fécamp. On s'est intéressé plus particulièrement au cuivre ces dernières années pour plusieurs raisons. Pour des raisons de marché, puisque on voit que c'est un métal qui est sous tension. La raréfaction de cette matière est en train de se faire ressentir à la fois sur les prix. On voit un cours qui a fortement augmenté ces dernières années, à la fois par l'endroit où ces métaux sont extraits, et également sur l'impact environnemental que représente l'extraction minière de ces métaux. Un fait assez parlant, qu'on ne relate pas suffisamment à mon sens, c'est que l'extraction minière des métaux, je parle bien de l'extraction minière des métaux, il représente autant d'émissions carbone que le trafic aérien des passagers et du fret. Donc c'est pour ça qu'on s'est focalisé là-dessus, et également pour des histoires de process.
dans nos process, on ne valorisait le cuivre que comme sous forme de sous-produit. On voyait que le marché français avait une vraie demande dans du cuivre ultra pur, notamment pour les applications électriques, mais aussi pour de nombreuses applications de la mobilité, puisque la mobilité aujourd'hui est en train de migrer vers une mobilité électrique. Donc on a décidé de modifier et de travailler sur nos process pour réussir à extraire un cuivre d'une qualité ultime, à savoir de 99,9%. Des solutions qui recyclent le cuivre, il en existe plein aujourd'hui sur le marché, notamment quand on voit ce qu'on recycle à base de câbles. Mais on n'arrive jamais à avoir la qualité finale. Il faut que ça passe par des affineurs. Et nous, on a voulu internaliser l'ensemble de ces process. C'est ce qu'on a fait à travers des modifications de notre process thermique par des voies d'oxyde de réduction et électrochimiques. Donc on arrive à extraire la molécule qui va bien pour faire des cathodes de cuivre directement, et cela à base de nombreux types de déchets, que ce soit des cartes électroniques par exemple, comme des oxydes métalliques qu'on peut retrouver dans des rebuts de fabrication. Et donc on a un produit qui est directement consommable par l'industrie électrique et par de nombreux producteurs d'équipements en France et en Europe. Et cela avec un impact environnemental qui est très faible. Alors, quand il y a un chiffre qui est assez parlant aussi, c'est la quantité d'eau qui est utilisée pour extraire 1 kilo ou une tonne de métal. Pour 1 kilo de métal, on peut utiliser jusqu'à 2,3 millions de litres d'eau, là où nous, on va consommer une cinquantaine de litres. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a créé cela à la fois pour le marché, mais également pour améliorer nos process internes. Pourquoi ? Le fait de générer des oxydes de cuivre au démarrage nous faisait consommer pas mal d'acide pour récupérer les autres métaux qu'on retravaille sur nos process. On a réussi à travers cette innovation à résoudre 2 problèmes en même temps, c'est-à-dire qu'on a réussi à régénérer l'acide, en l'occurrence l'acide sulfurique que l'on consommait, par ce procédé, tout en produisant un cuivre de très haute pureté qui est là pour répondre à la demande, une demande qui est très très forte, qui est très croissante encore une fois par les utilisations que peut avoir le marché de ce métal. Et en plus de ça, cette application électrochimique qui nous a permis de faire cette extraction, eh bien on arrive à la dupliquer sur d'autres métaux, sur des métaux un peu plus rares encore, comme l'iridium, le ruthénium, qui sont aussi sous tension de par leur utilisation croissante dans des secteurs d'activité comme l'électrique et l'hydrogène. Donc ça a un impact à la fois environnemental fort pour nos clients, mais ça a aussi un impact financier, puisque quelque part, réussir à créer la circularité dans leurs usines en reprenant leurs propres déchets pour que ces derniers redeviennent leur propre matière première, c'est aussi un gain financier très important. C'est ce qui drive notre croissance aujourd'hui, puisque des solutions 100% environnementales sont des fois difficiles à vendre. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, à mon sens, facile à vendre, puisque ça en apporte un gain aussi financier pour tous nos clients. Et c'est ce qui fait aussi un peu notre réussite, puisque en quelques années, on a réussi à atteindre quasiment 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et une croissance forte, puisque moi j'ai démarré tout seul et aujourd'hui on est une centaine. Donc voilà un peu mon innovation. Et comme je disais, ce potentiel il est grand de par la taille de marché, mais également par les autres types de métaux qu'on peut toucher. Alors on travaille beaucoup sur le rhodium et le ruthénium, mais il y a encore d'autres applications potentielles. Merci à vous. Et merci bien. Et pour finir, si vous voulez les voir. Voilà, et donc ils ont un stand Hall 3, j'ai pas fait attention aux chiffres. Donc pour finir, nous allons recevoir Bolgraph Recycling Solutions. Monsieur Alain, c'est à vous. Vous avez 5 minutes. Merci. Bonjour à tous, Antoine Alain, Sales Manager Bolgraph Recycling Solutions. Bolgraph Recycling Solutions est une société qui réalise... Donc Bolgraph en un mot. Donc c'est une société qui réalise la conception et la réalisation des centres de tri de déchets. Nous intervenons donc dans tout type de déchets. La collecte sélective, les lignes de tri de plastique, de film, souple ou rigide, l'ordure ménagère, la construction et démolition, donc plutôt DIB en français, et toutes les solutions liées à l'énergie comme la production de lignes de CSR. Aujourd'hui, Bolgraph a depuis 60 ans installé plus de 400 lignes de tri.
Nous sommes intervenus sur plus de 3500 installations et nous avons également donc, installé plus de 17 centres, méga-centres, de plus de 70 tonneurs partout dans le monde, y compris donc, notamment sur le marché US. Merci. Aujourd'hui, face à l'augmentation, la consommation des usagers, donc l'augmentation des plastiques souples et rigides, nous avons, avec notre société, dédié une machine pour maximiser la capacité de tri liée à l'augmentation des films plastiques. Donc, toute l'équipe s'est réunie, notamment notre service R&D. Aujourd'hui, Polygraph, c'est 215 personnes au service du tri en France et dans le monde entier. Nous avons donc dédié cette machine. On va venir sur la machine, ce sera plus simple pour l'expliquer. Donc, cette machine est composée de 4 modules distincts. On va avoir un convoyeur accélérateur, donc un convoyeur à bande. Sur cette machine, on va installer un système de flux laminaire pour plaquer la matière sur la bande pour maximiser l'éjection et la captation, l'efficacité du tri optique. Juste couplé à cette machine, on a breveté en fait le caisson d'éjection. Là, on voit la machine donc, dans notre test center. Là, voilà, on a une vue qui est plus parlante. En fait, donc, les déchets arrivent juste à l'entrée du convoyeur, juste avant le système en fait, de flux laminaire. Et la synergie en fait, de l'étude aérolique des flux combinée donc, avec la vitesse du convoyeur nous permet de maximiser et d'avoir une meilleure captation et une meilleure recyclabilité des produits. Derrière ça, on a ce caisson breveté où on a travaillé sur l'aérolique pour éviter les perturbations dans le caisson d'éjection. Donc cette machine existe en 3 tailles différentes, 1400, 2000 et 2008. Le gros avantage, c'est par rapport à un tri optique classique, nous avons maximisé la vitesse, c'est-à-dire que sur un tri optique classique, on va être plutôt dans les 3 mètres par seconde, et là on va passer à 6,5 mètres par seconde, donc on va vraiment booster les capacités de la machine. Donc ça, c'était vraiment le focus sur l'innovation, c'est booster les capacités, avoir une meilleure capacité de traitement, la maximisation en fait vraiment de l'éjection, de l'efficacité de tri, pour avoir une meilleure pureté. Une meilleure pureté liée à la détection des matériaux souples et rigides qui peuvent être introduits dans tout type de flux, que ce soit la collecte sélective, également sur des lignes de CSR. Enfin, on peut l'imaginer dans plusieurs applications. Donc, je vous invite, si vous avez plus de renseignements, à nous rejoindre sur notre stand. On est au hall 3, C132. Je vous remercie. Merci à tous. Bon, ça y est, c'est terminé. Vous avez vu les 20 finalistes. Merci à tous d'avoir bien enregistré vos votes sur l'outil de notation. C'est très important. Nous vous retrouverons donc, Florence. Alors, juste pour finir sur l'outil de notation, donc vous êtes 33 en ce moment à voter. Peut-être un peu plus. Enfin, tout à l'heure, vous étiez 33. Donc, merci à vous tous. On va compiler tout ça et on vous attend à 17h pour l'annonce des résultats. Alors, 2 choses, c'est ça, Sophie ? Oui. On va remarquer, je l'ai devant. Ah non, d'accord, ok. Eh ben, il n'y a pas les autres slides, c'est pas grave. Donc, on vous attend à 17h, entre 17h et 17h45, en 2 phases. On va déjà remettre pour de vrai, cette fois, les trophées aux lauréats de l'édition 2020, parce que malheureusement, c'était en virtuel, ils n'ont pas pu avoir les trophées. Et puis, on va enchaîner avec l'édition 2021 et l'annonce des lauréats. Tu veux rappeler les prix ? Ah bah les prix, vas-y Sophie. Vous aurez le droit, les 3 gagnants auront le droit d'avoir une entrée pour venir au Forum national des éco-entreprises du PEX, sans doute le 24 mars à Bercy, une présence sur Polytech 2023 et
une année d'adhésion au Club ADEME International. C'est pas rien et surtout une belle image dans la presse et souvent des retombées. Donc c'est important, c'est à ne pas rater. Merci beaucoup. Et pour toute information sur le PEX, nous serons heureux de vous accueillir sur notre stand, donc Hall 4, allée L, et c'est stand 101. Merci à vous tous, à très bientôt. Et bon appétit, ouais.